aujourd'hui, je suis très touché de pouvoir enregistrer cet épisode un peu spécial puisque j'ai l'honneur d'interviewer Michel Hutt qui me reçoit chez lui. Donc, vous pouvez avoir un petit aperçu de ce petit coin de paradis à Münster, dans un cadre qui reflète à merveille son mode de vie, ses engagements et sa simplicité. Cette rencontre, je la dois à Anne et Yann qui nous ont mis en contact et que je profite pour saluer. Et on pouvait retrouver, je crois que c'était la deuxième interview, c'était Yann qui était dans le podcast, vous pouvez le retrouver. Euh, on s'est recroisés à la foire EcoBio à Colmar il y a quelques semaines et c'est là qu'on a pu échanger un peu plus longuement et caler ce rendez-vous. Donc encore merci à toi Michel Mais pour avoir accepté cet échange. Et dans cet épisode, on va parler de ton parcours, ta relation avec tes enfants, tes choix de vie, ton engagement écologique, sur l'autonomie, l'écologie, mais aussi sur la transmission, sur l'écriture et sur la cohérence qu'on va pouvoir dégager un peu de tout ça et qu'est-ce que ça veut être, qu'est-ce que ça veut dire être père dans ce monde qui mmh. change, qui change si vite. Bon, Bienvenue dans Cœur de Papa. Je suis Aurélien, papa des 4 merveilleux enfants que vous venez d'entendre. Et je vais vous partager mes aventures et réflexions d'être un papa à 100%. Au programme, ma vision de la parentalité, de la paternité, de l'instruction des enfants, de leur santé et de la mienne, et de l'intégration de tout ça dans le quotidien. Entre doux rêves et réalité, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. donc encore merci à toi Michel de nous accueillir chez toi. Merci pour ta présence et ta venue, et puis merci de nous suivre, vous qui êtes de l'autre côté de l'écran. Et donc je te laisse, si tu veux te présenter en quelques mots et puis après on reviendra un peu plus longuement sur ton parcours. Mmh. Et si tu veux laisser te présenter pour ceux qui connaîtraient pas le grand Michel Hutt. Heureusement que j'ai pas mis de bottes parce que ça m'aurait coincé les chevilles. Je suis, avant tout, qu'est-ce qu'on peut dire? Un humain, un papa. Oui, je suis en fin de cinquantaine là, j'ai grandi à Strasbourg, je suis venu m'installer ici dans cette belle vallée il y a un peu plus de 35 ans. Parce que c'est le berceau de ma famille et que j'avais envie de me rapprocher, me retrouver dans un cadre un peu plus verdoyant, parce que j'aime beaucoup être dehors, randonner, être dans la nature. J'ai fait pas mal de choses dans ma vie, notamment, alors professionnellement, j'étais enseignant pendant 28 ans, bénévole d'association depuis toujours, à travers le scoutisme, le sport, des mouvements de jeunesse, le cinéma associatif de Münster. J'étais gardien de refuge, enfin pas mal de Ouais. choses. Et la famille tient une grande place dans ma vie puisque j'étais papa assez jeune, par choix, par envie. Et voilà, avec ma chérie, on peut dire un couple au long cours. On vit ensemble depuis 37 ans. Voilà. Et apparemment, on s'en lasse pas trop, ça va. C'est cool et je pense que c'est aussi de plus en plus rare. Hein. Tu nous disais que tu avais aussi dans ton entourage des fois des familles qui explosent et Ouais, je crois que c'est plus de 50% maintenant des couples en France, la stat, qui ouais, sont énorme. divorcés. Mmh. Donc ouais, donc, déjà pour ça, bravo. Mérite partagé, je pense. Ah ouais, c'est partagé. Donc tu disais que tu as eu des enfants jeunes et que c'était Oui. un choix. Si Mmh. tu peux nous en dire plus sur la venue du premier et ensuite de tes autres enfants. Et donc tu disais que c'était un choix de les avoir tôt. Si tu peux nous expliquer un peu ce Ouais. parcours et si ça a changé des choses après dans ta vie. Alors déjà, ça s'est déroulé aussi avec le dernier où les conditions étaient un petit peu différentes de celles que connaissent les jeunes couples et les jeunes parents aujourd'hui. Par mon orientation professionnelle, il se trouve que j'ai été fonctionnaire à l'âge de 20 ans, donc avec a priori une stabilité professionnelle, des revenus fixes, des perspectives, dans un monde où je dirais pas qu'à 20 ans j'ignorais les difficultés du monde parce que j'y ai toujours été très sensible, mais on pensait avoir un peu plus de temps qu'on en a maintenant. Il y a à peu près 37 ans maintenant, on savait pouvoir se reposer sur des institutions, que ça soit le système scolaire, le système de santé, le système social. Et tout ça, ça conférait aux jeunes papas ou futurs papas que j'étais une certaine confiance dans l'avenir.
Mmh. Et comme on a eu la chance de se rencontrer jeune avec ma chérie, vie qui nous a fait cette proposition. Vous allez chercher plutôt à vivre une vie de couple juste à deux pendant un certain temps, comme faisaient certains de notre génération, avec plutôt des loisirs, des sorties, des vacances, ou est-ce que vous avez plutôt envie de vous diriger vers une vie de famille et moi, ça a été clairement mon choix. J'ai toujours beaucoup aimé les enfants. Voilà, j'étais issu d'une famille, on appelle ça famille nombreuse, mais on était 3 enfants, c'était pas non plus, voilà, c'était pas une famille pléthorique, mais j'étais entouré de beaucoup de jeunesse, beaucoup d'enfants. J'ai fait participé à des mouvements de jeunesse et donc mon métier, c'était la pédagogie, c'était les enfants aussi et donc je baignais complètement dans cette problématique et dans cette dynamique de la jeunesse qui amène de la vie, qui amène du dynamisme, de l'enthousiasme. Et le premier enfant donc arrive, tu as quel Premier âge? enfant, 23 ans. 23 ans, OK. Donc il aurait même on aurait même pu envisager de démarrer notre vie parentale un peu plus tôt, mais on galérait au niveau professionnel. On bossait à Mulhouse, 80 kilomètres de chez nous. Départ aux aurores, Ouais, parce 6 qu'à heures 20 l'époque, le tu habitais matin. Strasbourg? Non, Non? j'habitais déjà à Ah, Münster, tu étais déjà mais on monté a à été Metz. nommé à Mulhouse. Ah oui. Les premières années, forcément, c'est Mulhouse. Ouais. Et en fait, le top a été donné par l'emploi et le cadre d'emploi. Dès que j'ai pu avoir un poste dans la vallée, on s'est lancé et voilà. Et donc, c'était pas par accident, c'était vraiment un choix. On a bien visé parce qu'on avait vraiment envie que cet enfant vienne à ce moment-là. Et voilà, du fait que après je travaillais sur place, ça a été beaucoup plus simple que s'il avait fallu le. Je me refusais en fait à réveiller un gamin à 6 heures du mat pour le déposer chez la nounou à 6h30. Ah ouais. Je trouve ça terrible. J'envisageais moi, pas de vivre comme ça. Et donc après, deuxième et troisième sont arrivés. Assez rapproché Ouais. parce qu'on avait aussi une vision de la fratrie comme ça. Moi, je suis dans une famille où on est très étalé, 9 ans et demi entre l'aîné, enfin mon grand frère et moi qui suis le petit dernier avec une sœur entre-temps. Et c'était intéressant aussi parce que finalement, j'ai eu d'autres rapports avec mes frères et sœurs qui étaient déjà adolescents quasiment quand moi j'étais tout petit. Mais j'avais en tête un peu l'idée d'une fratrie où on traverse un peu les mêmes périodes, les mêmes problématiques, un peu tous en même temps, comme ça, à la queue leu leu. Et puis, ouais, je ne voyais pas dans notre fonctionnement de raison de différer la venue d'autres enfants, puisque on était, voilà, on était jeunes, on était enthousiastes, on était contents d'être parents. OK. Ça s'est fait de Donc ils manière ont très combien, fluide. Les deux, donc l'aîné qui est un garçon est né en 93, sa petite sœur en 94, Pile. voilà, avec 1 an et demi d'écart, et Mmh. la troisième qui est une fille 2 ans après sa sœur, OK, ah presque oui, ils jour sont pour jour. bien rapprochés. Donc 3 enfants, 3 ans en gros, quoi, Ouais. entre 93 et 96. Les premières années devaient être sport, hein, quand ils étaient petits. Alors c'est assez incroyable, je sais pas comment le vivent les jeunes parents, mais c'est aussi ce que je recherchais en étant père jeune, c'est que quand on est dans la vingtaine, on a une énergie mais Ouais. incroyable. J'en reviens pas aujourd'hui de tout ce qu'on. Donc on bossait à plein temps en plus à l'époque. On a eu nos enfants, on était engagés dans des assos, on faisait des travaux parce qu'on retapait un appartement. On avait une vie sociale assez intense, on faisait de la musique, des concerts auxquels on participait, et tout ça, c'est. Je récuse un peu l'idée que on vit tant qu'on n'a pas d'enfants et après il faut s'arrêter de vivre pour avoir des Ah enfants et oui. éventuellement on peut revivre quand les enfants sont grands. Nous les enfants ils ont fait partie de la vie. On pourra en débattre d'ailleurs parce que ils devaient aussi constamment eux s'adapter à toutes les variables liées à nos choix de vie et à notre existence trépidante. Mmh. Donc on n'a pas été centré uniquement sur les enfants, mais même si on n'était pas centré uniquement sur eux, je pense qu'ils étaient toujours la priorité. Ouais. Et tous les choix qu'on a faits étaient faits en fonction de leur présence et de leurs besoins, je pense, j'espère. Ils t'ont pas reproché d'avoir fait trop la fête quand t'étais jeune, non? Ben non, parce que du coup là, à ce moment-là, on était Bien. déjà arrangés. Par contre, on a eu d'autres jeunes couples parentaux autour de nous. On avait une vie sociale assez riche avec d'autres personnes qui avaient aussi eu des enfants jeunes. Donc c'était pas des boîtes de nuit jusqu'à 5 heures du mat, c'est Ouais. sûr, mais on passait régulièrement des dimanches, des soirées avec un couffin là, un bébéphone à côté, un petit lit dans le coin de la pièce et ça marchait très bien. Ouais, ouais. Bah, c'est bien aussi de montrer cette image que la vie s'arrête pas quand on a des enfants et que on peut avoir une vie sociale, une vie familiale et une vie Mhm. professionnelle, réussir à avoir les trois épanouis, quoi. Ouais.
Ouais. La vie professionnelle, on l'a un peu adaptée parce qu'avec la venue de la troisième, donc comme ils étaient rapprochés, en fait, Elsie, ma chérie, a été en congé, elle a quasiment enchaîné les congés parentaux, les congés de maths. Mmh. Donc pour les 3 premiers, comme elle allaitait, c'est elle qui s'est rendue beaucoup plus disponible et moi qui bossais à plein temps. Et à partir de la naissance de la troisième, on a pris du congé parental partagé, donc en travaillant tous les deux à mi-temps, ce qui permettait d'avoir une présence permanente autour des enfants et pour les enfants à la maison, tout en faisant des travaux et d'autres choses. Mais on a fait le choix de jamais confier nos enfants à des systèmes de garde hors famille. Et pas seulement par méfiance ou par défiance, mais par envie aussi de vivre intensément et totalement cette période-là. On n'avait pas envie d'être avec nos enfants, c'était tellement merveilleux, on avait envie de le faire nous-mêmes, quoi. Bah, Pas oui. forcément de déléguer à quelqu'un d'autre. Tout le Mm. monde, enfin tout le monde ne pense pas ça et souvent, moi quand je vois les enfants qui sont déposés à Mm. 6h30, 7h à la crèche, les parents les récupèrent à 18h, ils vont me dire mais pourquoi faire des enfants à Ouais, ça? fracassé de fatigue en plus pour Voilà. avoir juste les chouinements de fin de journée. Ouais, Ouais. C'est ça vrai que c'est. je me voyais pas fonctionner comme ça me tentait pas du tout. Et tu disais en introduction que à ton époque, je veux dire, je veux pas trop te. Non, non, mais tu peux, vas-y. Les institutions représentaient encore quelque chose. Toi, tu étais en plus, tu disais Ouais, dans l'enseignement public. Tu avais encore une certaine confiance c'est ça. Ouais. dans l'enseignement public. Et l'accouchement aussi, je vais pas demandé, vous avez accouché à l'hôpital public Aussi, aussi? hôpital public, Ouais. bah ouais, donc tous ces systèmes qui, voilà, étaient peut-être pas parfaits ou pas idéaux, mais qui fonctionnaient de manière relativement fluide et sur lesquels on avait à l'époque peu de doutes. Alors est-ce qu'on avait moins d'esprit critique peut-être parce que comme on était accaparé par beaucoup de choses, on allait au plus simple et au plus évident. Mhm. Est-ce que c'est après notre sens critique qui s'est aiguisé ou est-ce que comme on en a un peu l'impression, est-ce que les choses se sont beaucoup dégradées quand même dans l'intervalle? Ou un peu des deux peut-être. Ouais, je pense un peu plus du deuxième, mais ouais. Et alors, tu demandais aussi comment la paternité avait chamboulé ma vie. Ouais. Il y a deux choses vraiment majeures que je peux partager. Je me suis rendu compte avec le recul que mon choix d'être père jeune, c'était aussi une façon pour moi de prendre une place dans la société et dans la famille. Et c'est aussi mes enfants, une fois adultes, qui m'ont ramené ça et qui avaient aussi un regard critique sur ce choix qu'on avait fait, parce que tout n'était pas parfait. J'étais un papa très jeune, donc forcément très immature, encore inexpérimenté, encore très mal dégrossi. Je me suis rendu compte que le fait de souhaiter être papa jeune, c'était aussi une façon d'opérer une bascule de génération dans la famille, de faire de mon père un grand-père et de moi me mettre aux manettes en disant de manière implicite, bon maintenant c'est ma génération qui va, et c'était une façon pour moi de m'affirmer aussi par rapport à mon père. Et nos rapports ont complètement changé. Mon père était quelqu'un d'assez, voilà, avec des idées très arrêtées, puis qui était un peu impressionnant pour tout le monde. Et le fait de le transformer en grand-père, bah, j'en ai fait un papy gâteau voilà, qui fondait de bonheur et d'admiration et de joie devant ses petits enfants. Et ça a transformé tous les rapports dans la famille. Parce que malgré que tu sois le dernier, toi, de la fratrie, t'étais le premier à avoir des enfants? Oui, alors Ok. ça aussi, il y avait Vu que tu l'as fait un petit jeune, t'as côté presque un rattrapé. peu défi, ouais. Ouais. J'ai une nièce qui est un tout petit peu plus jeune que mon aîné, donc mon grand frère, qui a presque 10 ans de plus que moi, était papa juste après moi, quelques mois d'intervalle. Ok. Mais ouais, c'était aussi quelque chose qui était un petit peu inattendu peut-être. Et donc ton père, qui avait sûrement un peu, j'imagine à cette époque, un peu l'armure de dure, Ouais, c'est ça. Et il a il fondu a comme un fondu et chamallow au soleil. Ouais, il ouais, s'est attendri avec les petits ouais, enfants. complètement. Ok. Ouais. Ouais, c'est Et beau. l'autre chose aussi, quand l'aîné de mes enfants est venu au monde, la chose qui m'a semblé la plus incroyable ou difficile à concevoir était que le reste de l'humanité continue à fonctionner exactement de la même manière. Pour moi, c'était un tel bouleversement. Je me souviens que j'étais sur le balcon à la maternité, puis je voyais les gens qui prenaient leur bagnole, qui allaient au boulot, qui promenaient leurs chiens et tout. Et j'avais envie de leur crier, mais Il s'est le passé monde un a truc là. changé. Ouais, il s'est passé un truc là. Réveillez-vous les mecs là. C'est plus le même monde là. Mon enfant est là. Vous pouvez pas faire comme si ça n'existait pas, quoi. Ouais, ouais, Et c'est j'ai beau. encore vraiment ce souvenir très très clair. Puis c'est ce qui m'a amené à me dire oui, bon voilà, c'est pas parce que toi t'es papa que ça va changer la face du monde. Si tu voulais transformer l'humanité par ça, faudra Un voir petit ta peu quand copine. même, pour donner espoir que Mais ça a nos changé notre vie. enfants. Et Ouais. puis, clairement, le fait d'avoir des enfants a un impact énorme sur l'humanité. Alors, pas seulement en termes de pression, ressources, déchets, tout ça, mais on amène des nouvelles vies
dans Mmh. l'humanité, et puis des personnes qui vont elles-mêmes avoir une incidence sur leur entourage, qui vont avoir des opinions, des positions, qui vont partager des choses, qui vont être peut-être créatifs. Et donc je trouve que le monde manque beaucoup de cette énergie de la jeunesse maintenant, et on pourra parler de la place de la jeunesse dans le monde actuel. Ouais. Pour moi, on est dans une espèce de gérontocratie qui, qui, qui bride le dynamisme, et où les jeunes sont vécus comme des emmerdeurs et des gêneurs et des problèmes. Alors Mmh. que aussi bien au niveau conceptuel, donc cérébral, que dans mon cœur, pour moi, c'est le sens de la vie que de transmettre et d'avoir voilà une suite à l'aventure humaine. Si c'est pas le cas, ça remet Ouais. tout en question, on peut tout arrêter, je pense. Ça m'amène un peu à une bonne transition pour ma prochaine question. C'était quelles sont les valeurs et les choses fortes que toi, tu as voulu transmettre à tes enfants? Alors, il y en a beaucoup, hein, mais Mmh. la principale, je pense que c'est l'humanité. On est des êtres humains, et j'ai vraiment eu toujours le désir que mes enfants contribuent quelque part à renforcer notre humanité par leurs actions, par leur mode de vie, par leur vision du monde. Et je pense que c'est vraiment le cas. Donc de ce côté-là, ça a assez bien fonctionné. OK. Ouais. L'humanité. Après, je montrerai peut-être quelques petites photos des aspects de la maison. Est-ce que le côté écologique, c'est aussi une valeur que tu as essayé de leur transmettre tôt? Ouais, alors ils n'ont pas eu le choix, les pauvres, hein. Ils ont pris ça au biberon tout de suite. Et en fait, non, ça s'est aussi renforcé parce que dans notre existence assez standard qu'on avait à 20 ans, 20, 25 ans, Mmh. on avait déjà l'aspect randonnée dans la nature, on avait déjà l'aspect euh, peut-être renoncer à la grosse bagnole, aux vacances à l'autre bout du monde. On était déjà dans une forme de sobriété. Parce que quand j'étais enfant, le héros à la maison, chez nous, c'était Diogène ou Albert Schweitzer, quoi. C'était pas Ouais. Spider-Man ou je ne sais quel cow-boy. Et donc ça, effectivement, ils ont baigné dedans. En revanche, c'est quelque chose qui s'est renforcé et affiné au fur et à mesure de la dégradation des écosystèmes, des milieux, tout ça. On en a eu de plus en plus conscience, et donc on a essayé aussi que nos choix de vie et de consommation soient de plus en plus volontaristes dans ce domaine-là. Mmh. Et ça, c'est arrivé au fil du temps ou déjà dans Ouais, la au fil vingtaine, du t'avais déjà ouais, un peu conscience quand j'avais même? déjà, hein, à Ouais. travers le scoutisme, le contact avec Ouais. la nature, la montagne, mais ça s'est vraiment renforcé au fil des années. Mes enfants, il se trouve par exemple qu'aucun de mes enfants n'utilise de voiture. Bon, ils habitent en ville, Ouais. ça c'est une chose qui semblait couler de source, saine, décarnée au maximum. Donc il y a des choses qui ont bien infusé, qui se sont bien transmises. OK. Ah, bah, c'est cool. Petite question un peu dans donc ce monde qui en évolution, pas forcément bien. J'avais noté le mot crise, mais pas forcément crise. Mais Mhm. est-ce que, selon toi, la responsabilité du père vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de ce monde en général, quelle est la place et le rôle du père, la vision du père? C'est un peu ce que je te Mhm. disais un peu en off pour s'expliquer. J'aime bien montrer que voilà, on peut faire autrement que ce qu'impose la Mhm. société. Qu'est-ce que tu penses un peu de ça et qu'est-ce que toi Ah ouais, moi je suis t'as tout à fait? fait d'accord. Il y a des papas qui, alors on va pas être dans le jugement, jeter la pierre et tout, mais dans les pères qui m'entourent, il y a beaucoup de papas qui emmènent leurs gamins voir le rallye de France, et qui s'extasient devant des mecs qui crament des pneus en faisant des dérapages pas possibles. Il Mmh. y a une espèce d'hérédité comme ça, d'une forme de masculinité pas vraiment éco-friendly, quoi. Mmh. Une espèce ouais, de virilité bon, bah, qui moi ne me correspond pas, ne me convient pas. Et donc j'avais pas envie d'être ce papa-là. J'ai plutôt été le papa qui emmenait son fils en balade en forêt et qui passait 3 heures à regarder les fourmis pour voir ce qu'elles faisaient, comment elles se baladaient. Et là, je pense qu'il y a un rôle de transmission qui est énorme. Ouais. Et d'être soi-même capable aussi de s'émerveiller devant la nature pour que d'autres puissent s'émerveiller à leur tour, parce que si nous-mêmes on y porte un regard blasé ou qu'on n'en tient pas du tout compte, qu'on n'y prête pas attention, les enfants d'eux-mêmes, il y a peu de chances qu'ils y soient sensibles. Bah, on a une belle vue du jardin. Je Ouais, montrerai pas mal. quelques On est petites très photos aussi. privilégiés. C'est un privilège Mais, qui s'est mérité. On en parlera peut-être après si on ouais. parle des. Mais oui, c'est vrai qu'on a un cadre de vie qui est extraordinaire. C'est aussi la raison pour laquelle j'avais quitté Strasbourg, parce que je pensais qu'il était beaucoup plus facile d'élever des enfants dans une petite ville avec la forêt à 50 mètres Ouais. que dans un immeuble en pleine ville. Ouais. Et je pense que c'est toujours le cas et peut-être de plus en plus le cas. On va faire un peu la transition sur ton parcours
Donc tu disais que tu as été plus de 20 ans prof, et donc maintenant, ceux qui te connaissent plus en tant qu'écrivain. Mmh. Si tu peux nous raconter la transition, enfin Mmh. l'envie, comment ça s'est venu, l'envie en tant que prof, on va dire que tu avais une vie rangée, sûre Mmh. d'avoir l'emploi jusqu'à la retraite, tranquille. Qu'est-ce qui te dit, bon, bah, maintenant, l'éducation, ça On va plus, ça me plaît plus, oui, j'ai envie de on faire va ma remettre tout passion, ça j'ai en envie d'écrire. question. Ah bon, écrit, j'ai toujours écrit, hein, parce que j'écris depuis, je peux dire depuis l'enfance, l'adolescence. Avant de décider d'en faire ma profession, j'avais déjà écrit plusieurs romans, mais qui n'avaient pas été publiés encore. En fait, il y a eu, peut-être comme dans certains couples, en fait, pardon, c'est pas le cas de mon couple, mais entre l'éducation nationale et moi, il y a eu des évolutions différentes. Et j'ai porté un regard de plus en plus critique sur ce que j'étais amené à faire, ce qu'on me demandait de faire, et surtout dans le cadre et la façon dont on le faisait. Et il se trouve que ma carrière, je fais des très mauvais choix stratégiques de carrière parce que je suis pas du tout carriériste et pas du tout opportuniste. Moi, ma priorité a toujours été d'avoir un poste le plus près possible de chez moi, quitte à être adaptable en termes d'âge, de niveau. J'ai fait de la maternelle, j'ai fait de la primaire. Enfin, j'étais remplaçant, titulaire mobile, donc je demandais pas forcément à avoir ma petite classe plan-plan, la même tranche d'âge chaque année. En revanche, il était important pour moi de pouvoir prendre mes enfants à la sortie de l'école quand ils avaient terminé la classe, leur préparer un repas, manger avec eux, les ramener à l'école. Et donc, j'ai très mal vécu le fait d'avoir été baladé à droite à gauche, d'avoir vu des postes dans l'école où j'avais travaillé des années me passer sous le nez pour des histoires de barème d'ancienneté à la noix ou même de stade de profil de poste, enfin voilà. Et d'un côté, il y avait ça, donc le fait que j'avais du mal à vraiment à me stabiliser dans un fonctionnement avec une vision un peu claire sur mon évolution professionnelle. Et d'un autre côté, il y a un phénomène qui m'a beaucoup pesé, c'est le délire d'évaluation qu'il y a dans l'éducation nationale. Ça a vraiment pris des proportions les dernières années où j'ai exercé, donc début des années 2000, j'ai quitté en 2007, 2000, pardon, 7, pardon, fin 2016. Du souvenir que j'en ai, les dernières consignes étaient vraiment de faire des livrets très complets où chaque enfant était évalué de manière très précise. Ça partait peut-être d'un bon sentiment pour permettre aux parents de suivre l'évolution Oui, de ça leur part toujours d'un enfant, bon voilà. sentiment. Ça part toujours d'un bon sentiment, mais moi j'avais l'impression de mettre les enfants dans des cases, et surtout j'avais l'impression terrible de passer mon temps à évaluer et de plus avoir de temps pour faire de la pédagogie. Parce que pour remplir un livret où il faut que chaque geste de l'enfant soit photographié, commenté, reporté dans un tableau, tout ça, quand on a 30 enfants et que chaque évaluation prend 2 ou 3 minutes et qu'il y a 160 items à évaluer, j'avais calculé que j'y passais la moitié de mon année scolaire. Et que pendant ce temps-là, pendant que je cuisinais un enfant pour voir s'il avait acquis telle ou telle compétence, ben, j'en avais 29 autres qui se tournaient les pouces, même si je leur préparais des tâches en Ouais. autonomie. Je trouve que ça nuisait vraiment au fonctionnement de la classe et que c'était pas mon boulot de faire passer le bac à des gamins de 3 ans et demi, quoi. Donc, et là, c'est devenu vraiment quelque chose qui m'a énormément pesé. Et après, voilà, par le jeu des perspectives professionnelles, je me suis trouvé dans une situation pas confortable. J'avais pris de la disponibilité pour exercer un mandat d'élu. J'étais adjoint au maire dans ma commune. Je venais d'être titularisé au moment où j'ai accepté cette charge, et donc j'ai demandé à être placé en disponibilité pour mandat d'élu. Et là, il y a eu un petit couac, des informations que j'ai eues de manière incomplète. Ma commune n'était pas suffisamment grande pour que je sois protégé par le statut d'élu, et donc j'ai perdu ma titularisation. En fait, ma commune était trop petite. Et l'éducation nationale, au lieu de m'alerter et de dire attention, si vous n'exercez pas, que vous prenez cette disponibilité, vous allez perdre votre titularisation. Et ils m'ont détitularisé sans me prévenir, et c'est la collègue qui a obtenu mon poste qui m'a appris que j'avais giclé. Et donc suite à ça, j'ai bien galéré, je me suis trouvé assez loin de chez moi. Et quand mon mandat s'est terminé, j'ai essayé de revenir pas trop loin ici dans la vallée. Et comme j'avais changé de statut, je pouvais être nommé à discrétion n'importe où dans le département. Et mon supérieur hiérarchique a trouvé que c'était une très très bonne idée de me nommer au fin fond du Sungo, dans un village où je pouvais pas accéder
en transport en commun Mmh. et de m'obliger à faire 3 heures de bagnole tous les jours. Étant donné mon rapport avec les déplacements en voiture, je pense que c'était vraiment, je sais pas si c'était intentionnel ou juste malveillant, mais donc ça m'a vraiment refroidi. Et quand je lui ai dit que ça me convenait pas du tout, il m'a suggéré de quitter le métier si ça me convenait pas. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et maintenant je le remercie. Je lui ai même dédié une petite postface dans un de mes bouquins. Ça s'appelle Cas d'école, en le remerciant de m'avoir vacciné de ma vocation pédagogique dont j'arrivais pas à me défaire. Avant que tu enchaînes sur le passage d'écrivain, ça me fait réagir il y a deux choses qui me font réagir. C'est effectivement à l'éducation nationale, maintenant, ils mettent les jeunes profs aux pires endroits dans les banlieues, Mmh. ils mettent les jeunes profs, donc forcément Mmh. ça va pas. Je sais pas si tu as une explication de pourquoi ils font ça, c'est parce qu'il y a personne Mmh. qui veut y aller, donc ils mettent les petits C'est jeunes ça. qui ont pas le choix. Et Ou- c'est tout le principe du fonctionnement à l'ancienneté, où la seule façon d'accéder à des conditions d'exercice à peu près correctes, c'est d'avoir vieilli en fait, c'est pas d'être meilleur ou plus expérimenté. Et alors il faut toujours un critère pour départager les gens, mais le Mm. critère de l'ancienneté est pas forcément très très égalitaire. Il a l'avantage d'être irréfutable, parce qu'il suffit de prendre la date d'entrée dans l'éducation nationale et après la date de naissance et tu peux Mm. classer les gens. Alors que le mérite, c'est quelque chose de beaucoup plus relatif et qui est très difficile d'ailleurs. Une évaluation au mérite des enseignants, je sais pas comment on pourrait faire. C'était Est-ce que c'est les notes des élèves qui vont, auquel cas tout le monde va surnoter pour avoir des gamins super bien notés ouais. pour dire que tout va bien? C'est délicat. C'est ma deuxième réflexion que j'avais, et c'est Idriss Aberkane que j'écoute beaucoup Mhm. qui faisait cette réflexion-là, qui lui a aussi été prof dans quelle université, et il disait le bien-être et des profs et des élèves n'est jamais pris en compte dans C'est l'évolution de ça, carrière des profs. c'est ça. Donc tu peux adorer tes élèves Mhm. et avoir une bonne pédagogie, ça sera limite reproché dans ton évolution de carrière et Voilà. En que tout cas, ça va pas du tout aider à avoir une carrière satisfaisante, sauf si dans la pratique au quotidien, bien sûr. Mais après, dans une nomination ou un passage d'échelon, ça a aucune incidence. Je trouve ça justement assez. Je trouve que l'éducation nationale a une grosse responsabilité et d'ailleurs l'État en tant que gestionnaire de personnel, parce que le fait de mettre des enseignants très loin de chez eux, de leur faire de la voiture, je me demande si c'est tout à fait même honnête ou si c'est pas une façon de doper la croissance et le PIB en faisant acheter des bagnoles, en faisant cramer du gasoil et en avec obligeant un les personnels. Et alors en termes d'impact environnemental, s'ils avaient une vraie stratégie de proximité, de déplacement doux pour les personnels, mmh, sachant qu'il y a plusieurs millions de fonctionnaires en France, je crois 2,5 millions rien que dans l'éducation nationale, si les 10 millions de fonctionnaires français pouvaient aller travailler à pied ou à vélo, je sais pas si, à mon avis, ça compenserait peut-être l'impact du transport aérien, quoi. Et il y aurait après, je vraiment pense qu'il y a quelque des chose, il y zones, aurait un chantier à effectivement, il y a des ouvrir, quoi. zones où il Ouais. faut un peu pousser les gens, mais ils peuvent les Alors, pousser peut-être avec oui, des primes, avec des choses pour ah y ça, aller oui. ou Alors moi, j'ai mais démarré en zone d'éducation prioritaire à ouais. Mulhouse, mais le principal problème, c'est que c'était à 80 kilomètres de chez moi. Oui, c'était pas Si les j'avais pu enfants, être en zone d'éducation prioritaire près de chez moi, c'était très formateur. J'ai eu la chance de tomber dans une école où des instituts plus chevronnés restaient dans l'école alors qu'ils auraient pu partir. Ils auraient eu les barèmes pour s'en aller, mais ça serait revenu à laisser l'école entièrement aux mains de débutants inexpérimentés. mmh, Et donc sur les 14 collègues, je crois qu'on était, il y en avait 7 ou 8 qui restaient depuis une dizaine, douzaine d'années pour accueillir les jeunes, les épauler, les tutorer un peu, sachant qu'en sortant de formation, clairement, on sait rien, je veux pas être méchant, mais ouais. on apprend sur le tas, et surtout pour pas qu'ils perdent le moral. Et une chose que j'ai vu pratiquer, qui est vraiment exceptionnelle, mais il y avait dans cette école, je peux la citer, c'est l'école Brossolette à Bourse-Filaire, et les deux Brossolettes, il y a Brossolette 1, Brossolette 2, il y avait des personnes aussi engagées au niveau syndical et même, on va dire, en tant que citoyen, et qui faisaient en sorte de ne pas abandonner l'école et de pas laisser les conditions se dégrader. Et s'ils avaient, eux, choisi de se mettre dans des quartiers plus plan-plan, il y aurait eu 14 débutants complètement déboussolés dans l'école. Et donc, je leur suis très, très, très reconnaissant. Merci Brigitte, Annick et d'autres. Si un jour vous entendez cette vidéo, Si jamais et même le Maurice, podcast. voilà, et Bernard Aichaud, qui ont toujours accueilli les jeunes et qui les ont épaulés et qui se chargeaient en plus leur classe en effectifs et en enfants dits problématiques pour que les jeunes qui arrivaient avec les genoux qui claquaient et les blessures froides dans le dos se retrouvent pas en plus avec les pires cas de l'école Ouais. et avec des classes surchargées, ce qui est une pratique assez courante dans des endroits où les gens ont plus d'ancienneté, sont moins bienveillants.
Ouais. On dit: «Oh, le petit jeune qui va arriver, tiens, ce tel gamin, on le veut plus, bah, on va le mettre chez le petit jeune, tiens, ça va lui faire les pieds». Bah, ça explique un peu pourquoi il y a Et et il y a beaucoup de casses, hein, il y a énormément de démissions. Alors ça aussi, c'est une petite digression, mais il se trouve que sur, vraiment les collègues avec lesquels on s'entendait le mieux, sur notre promo et la promo avant et après nous, tous mes potes enseignants ont démissionné et ont arrêté, sont passés à autre chose. J'en connais plus qui sont dans le système. C'est très immodeste de dire ça, mais il y a une époque, on était un peu la dream team, on était vraiment des enseignants ultra motivés et qui croyaient vraiment aux valeurs de l'école de la République. Donc égalité des chances pour tous, gratuité et, euh, et militantisme social au sein de l'école. Et ils ont tous décroché. Et ben, ça explique Voilà. pourquoi l'école va mal, quoi. Et oui, quand on voit des jeunes maintenant qui sont recrutés par téléphone, et qu'on Ouais. envoie au casse-pipe sans aucune formation, il y en a qui tiennent 3 semaines, il y en a qui tiennent 2 mois. Mm. Je pense que c'est vraiment criminel de la part de l'État. Et moi, j'y vois une volonté vraiment de détruire un système. Ou de le laisser sombrer ou mourir de sa belle mort. Ouais, Et ça, c'est mon côté critique. Alors que l'idée, le principe de l'école de la République, c'est quelque chose de magnifique. oui. Et j'étais vraiment prêt à m'engager pour ça. Je me suis engagé pour Donc, je te laisse reprendre le fil. Donc, du coup, on ça. remercie ce, Ouais. ce supérieur de t'avoir, Oui, enfin, finalement, je pense que ça peut paraître très immodeste de dire ça, mais j'arrivais à un moment de ma carrière où je commençais à être vraiment bon. Et donc, c'est vraiment dommage pour l'institution. Je pense que je commence à avoir de l'expérience. J'avais mûri moi-même. J'étais plus posé, j'étais moins impulsif, j'étais plus réfléchi au niveau de ma pédagogie. Et c'est juste là que j'ai décroché. C'est très con. mm. Et c'est pas du tout, j'en tire aucune gloire parce que c'est une désertion. Donc, clairement, j'ai pris une chaloupe et j'ai laissé le Titanic sombrer. Je suis parti avec ma petite chaloupe tout seul. Ouais, on Et t'a un ça, peu c'est... aidé à partir. Ouais, on On m'a t'a mis dans poussé la dans la chaloupe. chaloupe et on a coupé les amarres de la Ah oui, chaloupe quand même. quand même. Mais c'est vrai. Mais c'est quand même un regret d'avoir désinvesti à un domaine qui était très important pour moi. À un moment, quand le Titanic coule, il faut se barrer, hein, faut Ouais, sauver sa j'aurais peau. pu descendre dans la soute encore, dans les cales, en Ouais. essayant de ressouder ou de drifter des plaques encore, mais Ouais. j'avais plus l'énergie pour le faire. Et Et donc, tu donc, te lances dans cette aventure voilà, d'écrivain deuxième qui vie, était toujours un petit peu, ouais, qui était qui était un peu présente, là. latente. J'avais déjà écrit quelques romans. Et j'avais aussi envie, ben, comme dans ma vie d'enseignant, j'avais envie de transmettre et de transmettre de la manière la plus directe, la plus simple et la moins ou la plus ludique possible, on va dire, la moins barbante possible. Surtout le volet écologie et transition. Et donc après réflexion, je me suis dit que peut-être que le roman était un bon vecteur. Parce qu'il paraît beaucoup de choses sur la transition, l'écologie, et des gens très sérieux qui mènent des études très complexes et très respectables et très instructives sur des faits précis. Mais ce qui manquait encore et qui manque de moins en moins, je pense, dans la société aujourd'hui, c'était un récit, c'était une vision. Parce qu'en fait, tous nos fonctionnements sociétaux sont basés sur des postulats, des mythes ou des Oui. fonctionnements Des rapports du GIEC. ancré, voilà. Alors ça, c'est pour ceux qui s'y intéressent. Mais le mythe qui domine encore actuellement sur Terre, c'est celui de la croissance infinie, Ouais. et que voilà, on peut s'enrichir indéfiniment, et que si on travaille, on va s'enrichir. Si on s'enrichit, la vie sera meilleure. Et si la vie sera meilleure, on aura plus de loisirs, et donc on sera plus heureux. Et je pense qu'une grande majorité de l'humanité fonctionne encore sur ce modèle-là, alors que bah il y a des il y a des signes très forts qui montrent que c'est pas forcément le cas. C'est pas parce qu'on s'enrichit qu'on a plus de confort qu'on est plus heureux. Ouais. Et de deux, ça va même pas être possible de continuer à gagner en confort, parce qu'au fur et à mesure qu'on détruit notre environnement et qu'on en surexploite les ressources, on se condamne à perdre en confort, mais de manière peut-être assez brutale, et on se condamne à revenir beaucoup plus loin en arrière en termes de confort et de qualité de vie que le début de l'ère industrielle. Mm. Là, les plus optimistes parlent quand même du Moyen Âge, quoi. Donc, si on continue à tirer sur la ficelle et qu'elle pète, et donc ça, c'est une préoccupation que j'ai eue déjà enfant, adolescent et adulte tout au long de ma vie. C'est comment inspirer une réflexion et comment inventer, imaginer un récit autour d'un monde plus sobre et qui se donnerait les moyens de laisser une terre vivable aux générations suivantes. Et donc ça s'inscrit dans la transmission, dans la pédagogie, dans la parentalité, Ouais. dans le rôle d'enseignant et de militant associatif. Et je sais pas si c'est ton roman phare, mais le Cri du Ouais, colibri. c'est Le Cri du colibri, Ouais. clairement, ça a été le premier roman publié, juste au moment où je me suis retrouvé dans cette impasse professionnelle.
Comme jusqu'alors, j'avais pas réussi à publier, mais il n'était pas question de me déclarer écrivain, alors que j'avais même pas encore réussi à sortir un bouquin. Et donc, comme Le Cri du colibri a paru, ça m'a encouragé à prendre ce risque, à faire ce grand saut dans le vide. D'autant plus que dans la série Petite vexation idiote, en fait, après avoir repris mes fonctions suite à mon mandat d'élu, j'ai demandé à travailler à mi-temps pour avoir du temps pour les assos, pour les autres, pour ma famille, pour mes travaux et pour l'écriture. Et donc j'ai pu le faire, mais mon souhait, ça aurait été de pouvoir travailler du mardi au jeudi pour pouvoir aller sur des salons vendredi dans la journée et en revenir le lundi pour pouvoir voilà participer aux événements qu'on me proposait. Et manque de bol, j'ai obtenu un mi-temps, mais je travaillais le lundi et le vendredi, Ouais. donc ça m'aidait pas du tout pour les déplacements. Et finalement, dans l'entretien que j'évoquais tout à l'heure, mon supérieur hiérarchique m'a fait valoir que il fallait que je choisisse mon métier de toute façon et que soit j'étais écrivain, soit j'étais enseignant, et il ne concevait pas qu'on pouvait éventuellement mener les deux de front Ouais. avec engagement, conscience et éventuellement réussite. Et donc, si tu peux revenir un peu sur voilà, la genèse, qu'est-ce qui a fait que Le Cri du colibri a réussi à être publié? Je sais Oui, que la préface était de Pierre Rabhi, est-ce ouais, qu'elle a une aidé? très Est-ce que... très belle histoire en fait. Ah, En fait, on a démarré en Alsace et spécialement dans la vallée de Münster un mouvement de transition en nous basant sur les écrits de Rob Hopkins, le manuel de transition de Rob Hopkins, qui a été l'initiateur de la pensée de la transition en Angleterre. Et il a sorti un manuel qui était très intéressant et qu'un ami nous a fait lire. Il a fait circuler comme ça dans un cercle de copains. Il a dit là, il y a vraiment quelque chose là-dedans, c'est génial, il faut que vous découvriez ça. Donc on l'a lu. Et je me suis fait la réflexion en lisant que tout le contenu était passionnant, la vision de Rob était passionnante, mais la forme, en ce qui me concerne, moi, lecteur de romans et amoureux de la littérature, était ultra rébarbative. C'était petit 1, petit 2, ça faut faire, ça faut pas faire, des chiffres, des trucs. Et donc c'était une pensée universitaire, c'était un essai. Et- mais je me dis que ce genre d'écrit ne peut circuler que parmi des personnes qui sont déjà sensibilisées à une question et qui sont prêts à dépasser l'inconfort d'une lecture rébarbative pour collecter des informations. mm, Mais si on reste uniquement sur ce type d'écrit et ce type de transmission, on perd en gros 99% des gens en route, 80, 95 on va dire. Et donc je me suis dit comment faire pour que ces propositions arrivent entre les mains et sous les yeux de gens qui ne vont pas sur les festivals alternatifs, à la Forêt Bio, dans les librairies alternatives. J'ai eu l'idée d'un film parce que j'aime beaucoup le cinéma. Mais mhm. un film, c'est un budget énorme, c'est des compétences que je n'avais pas. Et donc je me suis dit, pourquoi pas écrire une petite histoire comme ça qui raconte que un jour, nos fonctionnements sont remis en question par une succession d'événements, donc sur le plan financier, économique, puis politique, social et même sanitaire. J'ai même écrit une crise sanitaire. J'ai écrit en 2000, que je dise pas de bêtises, j'ai écrit en 2011. Et donc j'ai écrit ce roman dans l'idée aussi localement de permettre aux propositions qu'on faisait autour de la transition d'infuser dans la population et pour que les gens comprennent pourquoi on lançait ces idées. Parce que si on crée un groupe et qu'on commence à mener des actions mais qu'on ne raconte pas la finalité et pourquoi on fait les choses, on court le risque qu'il y ait de l'incompréhension et du rejet. Donc je me suis dit, peut-être que si en même temps, en parallèle, j'écris ce roman et il commence à se diffuser, j'ai envie de dire, ah oui, je comprends pourquoi vous faites ça. Et mon idée aussi était de sensibiliser mes collègues élus, ce qui a toujours été assez compliqué du temps que j'étais Ouais. élu. Donc là, j'avais terminé mon mandat, donc j'étais plus impliqué, donc il y avait plus de dimension vraiment politique, on va dire. Mais je me suis dit que ça faciliterait peut-être les choses. Et donc j'ai écrit ce roman. Qui n'a pas trouvé preneur dans les maisons d'édition que j'ai contactées, j'en ai contacté pas mal, jusqu'au moment où j'ai eu la chance de rencontrer Pierre Rabhi par rapport à une synchronisation un peu de nos mouvements, parce qu'il y avait, je me suis rendu compte qu'il y avait un flou entre l'agroécologie, les colibris, la transition, qui fait quoi. Et donc j'ai demandé à Pierre qu'on se rencontre avec Cyril Dion à l'époque au titre du mouvement des colibris, et on devait se retrouver chez lui à la Blachère. Finalement, Cyril n'est pas venu, et on s'est retrouvés, Pierre et moi, tous les deux, à discuter de ce qu'on avait entrepris sur nos territoires, son parcours, ses valeurs.
Et dans la conversation, il a un peu déploré, le terme est un peu fort, mais il a pointé le fait qu'il avait la sensation, lui aussi, de toujours s'adresser à des personnes déjà convaincues. Et ça lui posait un gros problème. Et il a dit, il faut absolument qu'on trouve des moyens d'élargir ce cercle et de faire infuser nos idées. Et là, il m'a parlé de film Demain, sur lequel Cyril était en train de travailler. C'est une des raisons pour lesquelles il n'était pas venu à la rencontre, il n'avait pas le temps. Il m'a dit donc Cyril va faire un film. J'ai dit ah bah, ça c'est super, qui a eu un retentissement énorme d'ailleurs, que j'ai accompagné beaucoup dans le Grand Est. Là, j'ai organisé des soirées débats autour du film. Et moi j'ai dit ben moi j'ai eu un peu la même intuition et j'ai écrit un roman. Et Pierre m'a dit mais il existe ce roman, on peut le voir. Je dis bah oui oui, enfin il y a un manuscrit mais personne n'a souhaité le publier, donc pour l'instant personne ne le verra. Et donc, comme je partais en vacances, parce que c'est loin, l'Ardèche, j'avais ma petite sacoche sur moi avec mon manuscrit, parce que je devais travailler dessus. Donc, je suis allé chercher mon manuscrit, on l'a un peu lu ensemble. Et il a dit, et si j'écrivais une préface pour ce bouquin? J'ai dit, bah là, peut-être que oui, effectivement, ça va changer. Et paf, ça a pas loupé. Avec la préface de Pierre Rabhi, j'ai trouvé un éditeur instantanément, qui est devenu mon éditeur historique sur mes 5 premiers romans, qui est devenu un ami d'ailleurs, qui est un éditeur militant, Yves Michel, je le cite avec grand plaisir. Et alors, dans un premier temps, il n'avait pas donné suite à ma proposition, parce que je m'étais adressé à lui prioritairement, parce que sa maison ne publie pas de romans habituellement. Il publie des essais, il publie des ouvrages, des documentaires, des ouvrages universitaires ou autres. Et en fait, il n'a pas compris pourquoi je lui ai envoyé un roman, donc il l'a mis de côté un peu dans le purgatoire des bouquins, là où il entasse les manuscrits dont il ne sait pas quoi faire. Et quand je lui ai réenvoyé avec la préface de Pierre Rabhi, là, il a dit ah mince, mais oui, tu sais, il faut quand même que Parce je me que penche un peu il lit dessus. le résumé, la 4e de couverture pour se décider. Je pense Alors pas il m'a qu'il jamais dit ce qu'il avait lu ou pas. Ce qu'il m'a avoué, c'est que le fait que ça soit un roman, il s'est dit le gars, il s'est trompé de maison d'édition. Il a rien à foutre chez moi. Et il se trouve, la suite du parcours a montré que c'est pas forcément judicieux de publier un type d'écrit que la maison d'édition n'a jamais porté. Hein. Le roman, ça a pas pris chez Yves Michel. Le cri du colibri a eu un peu de succès. Il a essayé de faire d'autres romans derrière. Et il est revenu au documentaire parce que le lectorat Yves Michel n'est pas lecteur de romans, donc ça cadrait pas. Il y avait une petite erreur de casting à la base, mais on en a quand même sorti 5 ensemble et c'était une belle aventure. Donc maintenant, t'as changé d'éditeur quand même? Alors oui, maintenant j'ai démarré il y a un moment déjà une collaboration avec un éditeur local, Le Verger, autour de. C'est aussi une petite anecdote rigolote autour de l'écriture. En fait, Le Cri du Colibri et le reste de la collection Transition, c'est des livres dont le graphisme de couverture reprend l'idée de la goutte d'eau balancée par le colibri. Et cette goutte d'eau, comme elle fait comme des ronds dans l'eau et elle propage une onde comme ça, des idées qui se répandent. Donc ils sont tous sur le même modèle graphique qu'à l'école, les recycleurs. Et quand j'étais sur des salons, les gens voyaient ces bouquins et ils me disaient ah mais c'est des polars. J'ai non, pourquoi? Il me dit bah il y a une cible. En fait, donc là, faut buter les incroyables comestibles. Là, faut canarder le colibri. Et je disais mais pourquoi vous dites ça? Puis les gens me disaient ah mais moi je cherche des polars. Moi je ne lis que des polars. J'ai entendu ça mais je pense des centaines de fois. Ah ouais, le milieu du polar est quand même beaucoup plus. Tout comme certaines personnes ne veulent regarder le soir après leur journée de travail et leur passage au supermarché dans les bouchons, ils veulent regarder des histoires d'enfants coupés en rondelles dans des valises, des mamies écorchées, des voisines violées. Enfin, quand on voit les programmes télé le soir, c'est hallucinant. Ouais. Et donc je me suis dit, il faut que j'intègre ce paramètre. Si le but, comme je viens de le dire avant, est vraiment de sortir du cercle des personnes qui s'interrogent sur la société, l'écologie et tout, il faut que je me mette au polar. Et là, j'ai eu un gros cas de conscience que pour moi, le polar, c'est vraiment, je vais pas dire que c'est le mal incarné, mais pour moi, ça entretient une espèce d'égrégore de violence et de noirceur dans le monde. Et j'ai rencontré un éditeur, Pierre Marchand, je peux dire son nom, qui est devenu un ami avec qui j'ai travaillé quelques années, donc édition du Verger, qui développait une collection d'enquêtes écologiques, pardon, d'enquêtes écologiques, non ça c'est en jeunesse, pardon, les enquêtes rhénanes, donc des polars qui se situent tous dans la région. Et après avoir eu un échange avec lui sur un salon, enfin une conférence, je lui ai parlé de cette idée de faire des polars bienveillants, des polars écologiques et des polars sans cadavres. Et il m'a dit mais c'est une super bonne idée ça. Il m'a dit allez-y, faites-moi une proposition, si ça me plaît, s'il y a du suspense, je le publierai. Et donc je me suis mis au polar écolo rigolo et bienveillant. Et, et donc c'est assez
Ouais, c'est un peu de la haute voltige parce qu'il faut qu'il y ait du suspense, donc il faut qu'il y ait de la tension, il faut qu'il y ait un peu, voilà, un peu d'adrénaline quand même. Mmh. Mais j'ai fait en sorte qu'il y ait, voilà, ni brutalité, ni malveillance, ou vraiment le moins possible. Ça a donné une C'est chouette lequel donc, c'est le premier collaboration. polar? Donc le premier, c'était Atomic Bretzel, où on fait Bernard Pivot un peu, on peut Mmh. montrer là, où d'ailleurs la graphiste a repris le colibri pour faire un clin d'œil au cri du colibri, ça c'était un petit côté hommage, où il est question de la disparition du chef de la sécurité de la centrale nucléaire d'Archenheim. Pour les dialectophones, Arsch, ça veut dire Fès en alsacien, donc Archenheim est bien sûr la centrale de Fessenheim. Et cette disparition est très inquiétante parce que le G7 doit se réunir à Colmar 48 heures plus tard, et le mec qui a tous les codes d'accès, qui a les clés et qui peut rentrer dans la centrale comme il veut, a disparu. Et donc forcément, tout le monde est sur les dents, parce qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter, même si elle n'est plus en production, elle est bourrée d'uranium, de plein de voilà, et encore hautement radioactive. Et donc les autorités judiciaires font appel en plus de tous les systèmes d'espionnage, contre-espionnage, tout qui sont déjà sur le coup, ils mandatent un vieux flic placardisé, une espèce de capitaine ad hoc, moitié Renault, de la PJ de Strasbourg, qui est en fin de carrière et qui a l'avantage par rapport à tous ses collègues de connaître tous les milieux alternatifs de la région, parce qu'il a été en manif avec Stop Fessenheim, avec les altermondialistes, avec les antispécistes, avec voilà. Et donc lui, il mène son enquête en sous-marin. Et donc on le retrouve après dans un deuxième polar qui s'appelle Atomic Bretzel, Bretzel et Falafel. Et c'est en train de devenir un personnage récurrent. Et donc je vais continuer cette série de polars bienveillants. Ça donne envie de découvrir, en tout cas. Merci. Et pour revenir sur un peu plus le concret, on en a brièvement discuté, comme je vais aussi vouloir te faire venir pour un atelier où on a écrit un petit livre pour enfants. Oui, La transition plus maintenant le côté merchandising commercial, oui. le fait de vivre de l'écriture, c'est quelque chose qui est quand même compliqué, qui est dur. Est-ce que tu encourages quand même Ouais. les jeunes à se lancer là-dedans? Toi, je sais pas du coup si tu avais eu le chômage quelques années ou non, tu as Alors encore non, comme continué? j'ai démissionné, c'est très bien parce que je coûte pas cher à l'État. Ah ouais, Touche absolument que dalle ah ouais, parce que donc j'ai la pas l'âge de la transition. retraite. J'ai pas eu droit au chômage, je l'ai pas demandé d'ailleurs. Et donc non, économiquement, l'écriture c'est très compliqué. Il y a très peu de gens qui vivent de l'écriture. Alors ceux qui en vivent parfois très très bien. Et Oui, c'est pour les gros utiliser une auteurs, quoi. image, ben voilà, c'est un peu comme le football. Ouais, C'est sûr que quand on est à l'Arsenal ou à l'AC Milan, on gagne très 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 bien sa vie. Mais quand on s'appelle Jean-Marc Meyer et qu'on tape le ballon au FC Günzbach, faut pas compter en vivre, quoi. ouais. Et donc dans l'écriture, c'est exactement pareil. Il y a des écarts colossaux. Et là, avec 4 albums jeunesse et 10 romans publiés, même en faisant des interventions scolaires en médiathèque et en animant des rencontres et des choses comme ça, je ne pourrais pas subvenir à mes besoins avec mon travail. Ah ouais. C'est de l'ordre d'un demi-SMIC par mois quand ça se passe bien et que je bosse à fond. Ok. Donc ouais, faut pas trop. Sauf à vendre des dizaines ou des centaines de milliers de bouquins, quoi. Ouais. Et moi, je suis un auteur qui vend quelques milliers d'exemplaires et pas des gros milliers, quoi. Ouais. Quand je passe le millier, c'est bien. Le Cri du colibri, ça a été un petit miracle. Il s'en est vendu 5 ou 6 000. Mais 5 ou 6 000 fois 50 centimes par exemplaire. 50 centimes seulement, Ouais, ça tu touches? ouais. Oh. Bon, après, j'ai un peu mieux négocié mes contrats. Maintenant, je touche un peu plus d'1 euro par livre. Mais c'est de cet ordre-là. Donc, Ah ouais, ça voilà, faut quand quand même on le vend dire parce 1000, que c'est on- vrai que je savais, enfin j'avais l'image que sur un bouquin l'auteur il touchait ouais, un petit pourcentage, mais je sais pas, un bouquin c'est donc quoi, 15 euros ouais, c'est ça. Ouais, c'est de- 5%, entre 5 et 8% sur le prix hors taxe du livre. ouais, Donc, c'est ça fait pas beaucoup. C'est comme ouais. l'agriculteur qui vend sa tonne de patates au même prix que le kilo au supermarché. Ah ouais, C'est à peu près ça. ouais, c'est quand même Et donc dingue. voilà, ça c'est un fait, c'est une réalité. Donc il n'est pas exclu quand on arrive à vendre 100, 200, 300, 500 000 bouquins de Oui, pouvoir en vivre. Surtout qu'une fois qu'on vend 500 000 bouquins, on n'est plus à 5%, on est ouais, plutôt à 10-15%, ouais, 12%. Et donc oui, un livre qui se vend à 1000 exemplaires rapporte 500 euros, quoi. C'est ouais, comme c'est 6 mois de boulot. ouais. Voilà, faut pas compter là-dessus pour générer un revenu, sauf coup de bol, sauf miracle, il y en a Ouais. toujours. Et donc du coup, c'est ta femme qui subvenait aussi un peu aux Eh bien, besoins exactement. de Donc la foyer, plus voilà, une vie un peu plus sobre. exactement. C'est les deux leviers qu'on a déjà joué sur ses Ouais. besoins. Et donc là, on est dans voilà, fonctionnement en sobriété, on va dire. Donc ça marche pas mal. Et notre organisation familiale qui a toujours été basée sur le fait que chacun contribue du mieux qu'il peut.
Mmh. Et ça fonctionne comme ça. Et mon épouse a heureusement des revenus un peu plus conséquents que les miens. Et après, les enfants sont grands maintenant, ils Ouais. volent de leurs propres ailes, donc les enjeux sont moins... Voilà. Dédicace à mon C'est- épouse aussi qui ramène les revenus en ce moment du foyer, et on Merci, espère merci que à vous, nos chéris, nos compagnes, qui nous permettaient voilà, de ouais, faire des choses qui ont du sens pour nous aussi, et pas d'être uniquement à la pêche au pognon. c'est ça. Ouais. Et ça me fait penser à autre chose. Est-ce que dans le milieu de l'édition, maintenant, avec un peu profiter un peu des nouvelles technologies, peut-être des réseaux où tu serais, est-ce que ce serait pas possible? Je pense à mon mentor Pierre Dufresne qui a sorti un livre, un manuel sur les émotions. Mhm, Il l'a fait en auto-édition. mhm. Et maintenant, en tout cas au début, je sais pas si je pense qu'il est déjà sorti maintenant en papier, mais en tout cas au début, il l'a vendu à sa communauté et en format numérique. Donc ils vendaient Mhm, ça, je pense le prix d'appel, c'est peut-être un peu augmenté, mais au début c'était 9 euros. mhm. Mais c'est 9 euros, je pense 95% Ah là oui, ils pour sont lui. pour lui, Ouais. ouais, tout à fait. Donc Oui, ça c'est un autre modèle économique. Moi, je suis né au XXe siècle. Le numérique, franchement, c'est pas du tout mon truc. hmm, Ni le e-commerce, ni être sur les réseaux. Et donc voilà, j'ai choisi de m'inscrire plutôt dans le fonctionnement traditionnel de l'édition, parce que hmm, il y a aussi une économie, c'est tout un monde. Il y a une chaîne du livre entre les éditeurs, les diffuseurs, les libraires, ouais. les imprimeurs, les transporteurs. Et j'ai plutôt fait le choix. Moi, j'aime bien le livre papier, j'aime bien corner des pages. Oui, Et oui, je suis aussi, mais pas, puis j'ai pour, pas pour, les compétences. pour le Voilà. lancement, et après, une fois que justement il s'est bien vendu, j'ai Mhm. une autre amie là qui se lance aussi dans les BD, qui a fait une campagne Ulule pour financer un peu le livre, et tu Oui, sais que tu en as déjà vendu un certain oui, nombre, donc tu as peut-être un ouais, peu plus de pouvoir auprès de l'éditeur, on dire, ou en tout cas, tu imprimes déjà la c'est même ça. quantité, donc tu peux peut-être réduire les coûts et des choses comme ça. Ouais, ouais. Moi, je suis Euh, encore un peu, je suis naïf, hein, je suis encore dans l'illusion que dans la vie, chacun doit faire son métier. Et moi, mon métier, c'est d'écrire des histoires. Mais oui, mais je suis d'accord avec ça. Mais quand je vois que sur une histoire, t'empoches 50 centimes ou un Ah euro, oui, là, oui. je C'est comme ça, trouve ouais. ça fou, quoi. Tout C'est, comme les agriculteurs essayent d'avoir un magasin à la ferme, oui, oui, vendre organiser en des direct, événements et pour vendre un peu en direct à côté. Mais en même temps, si tout le monde désinvestit la chaîne du livre telle qu'elle existe, ça peut être une belle catastrophe aussi économique et sociétale. Voilà. Tout ouais. le monde a besoin de vivre là-dessus. C'est vrai que j'aurais rien contre le fait que les auteurs vivent un peu mieux, Ouais, mais moi notamment. Mais après, on est content qu'il y ait des librairies dans les centres-villes, que tout le monde commande pas ses bouquins en version numérique ou ou Amazon. livrés par voilà, je voulais pas dire de gros mots, mais Oui, mais, livrés des mecs qui font 30 bornes avec un petit livre dans la camionnette derrière. ouais, C'est des modèles économiques qui moi me conviennent pas du tout. Donc voilà. ouais. Je m'inscris dans une forme de tradition, Mhm. mais c'est pas forcément très porteur, effectivement. Bon, j'adore aussi les livres papier. J'ai aussi lu, notamment un manga, sur la tablette aussi. Ouais. Et c'est vrai que c'est pratique, ça abîme pas trop les yeux, là, les tablettes comme ça. Et Mhm. ça me permet aussi d'écrire et de prendre des notes. Donc c'est, voilà, un peu l'avantage des deux technologies. Mais bref, passons. On va attaquer la troisième partie. Donc, dans tes romans, et je pense que c'est le fil rouge un peu de ta vie, t'as deux choses, moi, qui me reviennent, c'est l'Alsace et l'écologie que Mhm. tu mets dans tous tes romans. Si tu peux, voilà, nous expliquer comment ça t'est venu et pourquoi tu as ça vraiment à cœur. Mhm. Alors, par rapport à l'enracinement, donc dans le côté Alsace, je suis porteur d'un héritage d'exil. Du côté maternel, ma famille a fui son pays d'origine et a élu domicile en Alsace. Et donc, je pense que je transporte quelque part au fond de moi une espèce de déchirement, d'arrachement comme ça, et un besoin de conserver des traditions, des valeurs, voilà, une culture. Et donc, comme je suis né en Alsace, pour moi, c'est la culture alsacienne. Et je précise tout de suite qu'il n'y a pas de notion d'exclusivité là derrière, et j'oppose pas les cultures et les traditions. Et je souhaite vraiment être très clair sur le fait de tenir à des traditions ou à une culture alsacienne, c'est pas du tout pour moi une façon de s'opposer à des apports extérieurs, à de la diversité, à du Mmh. métissage, à du brassage. Au contraire, j'adore les rencontres. Je trouve très chouette
d'avoir de la diversité. Ce qui m'inquiète beaucoup plus que la diversité, c'est le mainstream poussé, enfin la standardisation poussée à l'extrême. Le jour où plus personne n'aura, où il n'y aura plus qu'une langue en vigueur, où plus personne n'aura de particularité, voilà, familiale, et plus personne n'aura de racines et de filiation et de liens, je pense qu'on sera vraiment très très mal. Et donc autant la biodiversité dans la nature, l'environnement me semble primordial, la biodiversité me semble tout aussi primordiale dans les langues, dans les cultures. Ouais, c'est bien qu'on ait une Et Alsace forte, une Bretagne forte, un Pays Basque c'est fort, ça. chaque région, Et puis on peut être fort de ses traditions et de ses racines et être accueillant et et être être ouvert ouvert aux aux autres. Et autres, on le bien sera sûr. peut-être d'autant plus Mm. que on peut mieux comprendre des personnes qui tiennent à leurs valeurs et à leurs racines quand soi-même on tient aux siennes. Ouais. Et je vais là lancer une petite charge peut-être un peu brutale contre un État, une république laïcarde qui cherche à gommer toutes les différences, toutes les appartenances, toutes les croyances, tout ce qui peut Mm. faire la richesse humaine pour faire de nous des espèces de moutons décérébrés qui se ressemblent tous et qui vont tous bêler la même chose. Et pour moi, c'est le contraire de l'humanité, c'est même le contraire de la République pour moi. Euh, Le nivellement et l'uniformisation, pour moi, c'est comme voilà, c'est comme de gazer, de passer des forêts au napalm ou de détruire des bibliothèques. tout ce qu'on Je consomme, lutte un qu'on peu contre soit ça. un peu Voilà, américain, qu'on tout consomme tous standardisé, pareil, qu'on va on va y faire nos courses au même penser endroit. unique, tous peur des mêmes choses, et puis tous fonctionner au Mm. doigt et à l'œil. Et, voilà. Et ça, je m'élève vraiment fortement contre tout ça. Et alors pour lever cette ambiguïté justement par rapport au fait que certaines personnes qui cherchent à perpétuer les traditions, le dialecte alsacien, sont aussi des personnes clairement d'extrême droite ou en tout cas très conservatrices et très fermées sur elles-mêmes. J'en vois des signaux assez forts, notamment dans mes romans Atomic Bretzel et Bretzel et Falafel, à travers des personnages un peu atypiques. Et il y a un personnage récurrent chez moi que j'ai défini comme un migralectophone. Donc, un Migralectophone, faut que t'expliques alors. dialectophone ouais, ou un dialectalophone. Parfois, je dis qu'il est dialectalophone, si. Donc, c'est un jeune homme. Il s'appelle Rastaman dans l'histoire parce qu'il porte des dreadlocks et c'est son surnom. Il s'appelle Isaac Keskedi en vrai, enfin en vrai, dans le roman, mais son nom complet c'est Isaac Keskedi. Et c'est un Malien qui, en arrivant en Alsace, a été très étonné et agréablement surpris de trouver des langues différentes de la langue officielle nationale, tout comme ça se pratiquait chez lui dans ses racines africaines, où chaque population, chaque région a sa langue. Et donc il s'est intéressé à l'alsacien et il a décidé, il a pris une espèce de coup de cœur. Et comme il était très étonné que les Alsaciens eux-mêmes ne fassent aucun cas de leur langue, eh ben, il a entrepris de faire la promotion et de chercher à revitaliser l'alsacien, bien que n'étant pas né en Alsace. Ah, j'imagine bien un Rastaman parler Et alsacien et donc, ouais, promouvoir l'alsacien. partout où il arrive, il parle alsacien. Donc, bien sûr, ça fait ouvrir des yeux comme ça à tout le monde. Et alors, pour être tout à fait juste, ce personnage a un peu existé. En tout cas, je me suis inspiré d'un personnage qui a existé dans la troupe de Germain Muller, grand cabarettiste alsacien, qui a écrit des dizaines, voire des centaines de pièces en alsacien. Un des comédiens de sa troupe était sénégalais d'origine, je crois, et parfait dialectophone. Et il avait sa place dans tous les spectacles. Et je trouvais ça magnifique parce que ça levait cette ambiguïté de nostalgie, de passéisme, de Mm. dire ah dans le temps tout le monde était blond aux yeux bleus. C'était cool. Et ça c'est quelque chose qui me révulse totalement. Ok. Et ouais, donc démarche militante depuis le plus jeune âge. Mhm. Et après, t'es aussi un peu un pionnier avec ta maison, peut-être de la construction écologique, Mhm. si tu veux en dire deux, trois mots là-dessus. Oui, alors ça, je disais vraiment au début de l'entretien que notre conscience écologique, ma chérie et moi et mes enfants, s'est affinée et s'est renforcée avec le temps. Et autant j'ai fait beaucoup de rénovations, j'ai retapé voilà, beaucoup de chantiers. Et au début, j'utilisais les matériaux qu'on trouvait couramment dans les grandes surfaces de bricolage. Donc j'ai posé du placo, de la laine de verre, comme tout le monde, du polystyrène même à un certain moment. Et j'ai trouvé ça de moins en moins satisfaisant. On sent que ça te De gratte encore moins le en ouais, ça me polystyrène. gratte encore un peu, surtout la laine de verre. J'ai souhaité, au fur et à mesure de nos projets, aller vers des matériaux plus vertueux et une performance accrue des lieux. Et au début, on isolait un peu, après on isolait beaucoup.
Et après, on a décidé de nous isoler non seulement énormément, mais en plus avec des matériaux sains. Et nous avons eu l'opportunité de racheter, il y a une dizaine d'années, l'endroit où on se trouve, qui était une ancienne corderie qui tombait en ruine. Le toit était écroulé dedans, plus de plancher au premier étage. Il restait que les 4 murs extérieurs et une partie de la charpente et quelques tuiles. Et en voyant ce bâtiment se dégrader depuis qu'on passait devant, depuis plus de 30 ans, hein, on connaissait toujours ce bâtiment, voilà, et là où il se trouvait. On s'est dit, mais ça serait chouette d'habiter dans un endroit comme ça et d'en faire un petit manifeste de construction écologique. Et pourquoi pas de permettre à des gens de venir découvrir l'endroit et de tester en fait des procédés de construction. Et donc nous avons choisi une ossature bois avec remplissage de bottes de paille et avec des enduits à la terre intérieure et extérieure, ce qui amène une performance extraordinaire. Là dehors, il doit faire pas loin de 32, je crois, 34, 36, ouais. d'accord, 34 degrés. Et là, j'ai pas de thermomètre, mais il doit faire 24, un truc comme ça à Ouais, il fait l'intérieur, bon. sans aucun système de rafraîchissement. Et donc, on a une performance excellente, été comme hiver. Donc, en été, on est au frais. Et en hiver, on chauffe très facilement. C'est une maison de 100 mètres carrés que nous chauffons avec 4 stères de bois, y compris l'eau chaude et la cuisson, puisqu'on a une cuisinière à bois avec un bouilleur Ah, qui j'ai alimente les regardé, radiateurs des salles de bain, parce que les salles de bain sont un peu excentrées. c'est génial. Cuisinière bouilleur, Mmh. donc du matériel récent, donc performant aussi pour avoir un bon rendement parce que les poêles de nos grands-parents faisaient peut-être une grande consommation de bois avec un Mmh. rendement un peu satisfaisant, beaucoup de particules. Et là, on est sur des combustions très complètes, donc quelque chose d'assez... Alors, c'est pas du tout une solution à grande échelle, hein, le chauffage bois. D'ailleurs, le gouvernement est en train de s'intéresser sérieusement à l'interdiction du chauffage bois, ou en tout cas, voilà, y mettre un grand frein. C'est intéressant dans notre cas particulier ici, puisqu'on est en lisière de forêt, et le bois, je le fais avec ma tronçonneuse électrique qui fonctionne au solaire, Mmh. et je le transporte avec une brouette. Et donc, il a un impact puisque le carbone libéré par la combustion va directement nourrir la croissance des arbres à l'endroit où ils ont été prélevés. Et donc, on est dans un micro circuit fermé local. Après, si on commence à importer du bois d'Asie et à le faire venir sur des trains ou sur des camions, c'est plus du Non, tout la même chose. moi qui ai déménagé maintenant dans les Vosges, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. J'ai l'impression qu'on est en train de piller nos forêts pour les envoyer en Asie, en Chine et je sais pas où. Alors, au niveau du bois d'œuvre, c'est le Ouais. cas. Ouais, effectivement, le bois d'œuvre, notamment le hêtre, le chêne, ils partent Ah ouais, effectivement ben, beaucoup en Asie, ouais. Ouais. Et il y a de toute façon, le bois peut pas être la solution pour chauffer autant de logements qu'on en occupe actuellement, parce que ça rendrait l'air irrespirable. non, il faudra un mix, je pense, mais Et un mix. Une des pistes de réflexion dans Le Cri du colibri et mes autres romans, c'est aussi la densification. Et alors ici, c'est vrai qu'on a 100 mètres carrés, on est en permanence que 2 ou 3 dans le logement, mais auparavant, on avait plus de 200 mètres carrés, donc c'était aussi une volonté de concentrer un peu l'habitat. Mmh. Et je pense qu'on va être appelé dans les temps qui viennent à se serrer dans les logements. C'est une des stratégies dans Le Cri du colibri, c'est que 2 tiers des logements restent vacants, sont mis hors gel, et voilà. Et on chauffe 1 tiers des logements et on s'y rassemble. Après, c'est le projet d'écolier aussi. Voilà, ça permet aussi de tisser du lien, d'apprendre à mieux vivre ensemble, y compris dans les difficultés, dans les conflits et dans les tensions et donc ça invite à faire plus famille et société qu'on ne le fait actuellement où chacun a plus d'espace et où on est un peu plus déconnectés les uns des autres. Puis ça me ramène au tout début de l'entretien où on parle d'éducation, où on dit il faut tout un village pour éduquer un enfant. Mmh. Quand souvent maintenant les sociétés sont éclatées, on n'a plus les parents, les Mmh. grands-parents à côté, on se retrouve tout seul à gérer ses enfants. C'est pour ça qu'on les délègue à la crèche. Alors que si on avait la famille ou des amis, des gens, communautés Ouais, qu'on aurait choisi, on pourrait aussi transmettre d'autres choses aux enfants et ouais, se tout à partager fait. un peu la responsabilité des enfants et ça ferait sûrement des enfants un peu plus épanouis. Alors ça implique de monter énormément en compétences dans notre relationnel. Parce Oui. que autant les générations de nos grands-parents, ils avaient appris à vivre avec la vieille grand-mère sourde, aveugle et clopée et machin, autant de nos jours, avec les rythmes sur lesquels on vit, il y aurait beaucoup de choses à réapprendre. Et aussi dans les rapports, hein, communication non violente, gestion de projet, tout ça. Gestion de Et là, conflit. et gestion de conflit, il y a beaucoup. Les écolieux sont des lieux d'expérimentation pour ça et d'incubation extraordinaire. Mmh. Et tout le monde témoigne que c'est pas simple du tout. Oui. Même quand on partage les mêmes valeurs humanistes, écologistes, autour de l'alimentation, de l'éducation et tout, c'est très difficile de Ouais, quand vivre tu ensemble. rajoutes l'éducation, moi j'ai essayé de Ouais. créer un écolieu avec que des familles UF, bah
c'est quand tu rajoutes encore déjà l'alimentation, ça peut déjà beaucoup diviser. Ouais. Ensuite, tu rajoutes l'éducation des enfants, C'est ça a un des contraintes. magnifique défi, mais c'est Ouais. des défis auxquels il faudra qu'on apprenne à Ouais. faire face. Ouais. Et là aussi, comme j'essaie de tordre le cou que quand on est attaché à sa langue locale, on est réactionnaire, dans un de mes romans, j'essaie aussi de tordre le cou dans l'idée que la société rurale, avec toutes les générations dans la même maison, c'était le bon vieux temps. Tout était beau, tout était gentil, les gens s'adoraient et tout. Mm. Il y avait de sacrés paniers de crabes, il y avait des gens qui picolaient parce qu'ils en pouvaient plus, il y avait des gens Oui, qui se suicidaient, il y avait voilà. Il faut d'abord prendre soin de soi, soi-même ouais. et de ceux qui nous entourent et apprendre la relation et apprendre à vivre ensemble pour pouvoir, parce que si on se met ensemble avec nos divergences et nos maladresses et qu'on met la charrue avant les bœufs, je pense que c'est très compliqué, quoi. Mm. Je sais pas si je me sentirais prêt maintenant à vivre avec mes propres enfants et mes parents sous le même toit. Je pense Pas que j'aurais forcément besoin sous le d'un même petit temps toit, de mais en tout cas formation. proche, quoi, ou dans Mais une peut-être maison. plus proche. Ouais, Voilà, la difficulté, c'est que ouais, quand on change de continent ou même de ville ouais. et que les grands-parents peuvent pas intervenir comme ça au pied levé pour aller chercher les enfants à l'école quand il y a un problème ou autre, c'est vrai que c'est complexe. Ouais. Et du coup, il faut déléguer, il faut externaliser et ouais, tout devient très très difficile. En tout cas, toi, tu as réussi un peu à mener cette cohérence écologique par cette construction de cette maison, transmettre cette valeur aux enfants, se rapprocher de la nature, Mhm. être un peu aussi peut-être, pardon, j'allais dire forcé de moins consommer vu que forcément la transition d'écrivain, on a Mhm. pu comprendre que c'était pas facile. C'est un peu, C'était à la fois un choix et une contrainte en fait, ouais, mais je suis pas surpris parce que je m'attendais pas à gagner des milliers des cents en écrivant. Je ouais, savais que c'était très difficile. ok, Mais je suis un privilégié parce que comme j'ai créé les conditions qui permettent de faire les choix que j'ai faits, en commençant par la sobriété, j'ai pu me priver d'une carrière de fonctionnaire et d'un salaire de fonctionnaire. ouais, Si j'avais commencé par tout lâcher et que j'avais eu un mode de vie standard où il faut 3 000 € à une famille pour vivre décemment, mm. ça aurait pas fonctionné. Il y a tout un C'est processus bien de de commencer par préparation. la sobriété. Voilà, faut y aller Ouais, pas à pas. Je pense. Et la sobriété, c'est la base de tout. Je pense. C'est pour ça que je l'ai mise au cœur aussi de mon travail ouais, d'auteur, parce que ça confère une liberté qu'il est quasiment impossible d'acquérir autrement, sauf à être mm, très riche et à se faire tout ce dont on a besoin. Mais mm. Sobriété, autonomie et après on peut, ouais, ouais, je pense que c'est un peu la base de la liberté. mm, Et justement, j'en parle aussi dans le cri du colibri, ce mécanisme de convaincre tout le monde que l'accès à la propriété, c'est la base et qu'il faut que tout le monde soit propriétaire, que tout le mm, monde prenne un crédit sans dette, construise une baraque de lotissement à 10 bornes du centre-ville pour être après dans les bouchons et dans les voilà où c'est pas 20 bornes. mm. Ça, c'est un modèle qui, pour moi, est criminel parce que c'est celui qui induit après le fait de changer tout le temps de bagnole, de cramer du Ouais, gasoil, qui de nous pas avoir de emprisonne temps dans pour ses dans nos et vies puis et voilà, d'être prisonnier des prêts bancaires, donc aucune latitude, pas de possibilité de lever le pied professionnellement parce qu'il faut rembourser le crédit. mm, Et donc le modèle du petit pavillon idéal avec 2 enfants qui jouent dans le jardin, ça a rendu des millions de gens malheureux et complètement dépendants de la société de consommation. Et je sais pas, une fois de plus, si c'était délibéré ou si ça c'est juste mis en place comme ça, mais pour asservir les gens, c'est génial. ouais. C'est génial. Jusqu'au moment où ils pètent un plomb, ils se divorcent parce qu'ils ont des vies de merde et où les enfants sont baladés à droite à gauche. Où ils mettent un gilet jaune, ils vont sur les ronds-points, mais ça Ouais, dure pas ouais, très où ils longtemps. descendent dans la rue, mais c'est Ouais, une des dernières choses qu'on fait. Curieusement, on préfère d'abord serrer la ceinture, perdre sa qualité de vie, ouais. alimenter des conflits dans le couple et dans la famille, et seulement après, on va revendiquer des droits élémentaires. C'est bizarre. Ouais, ça nous amènerait plus sur le volet politique. Je sais pas si tu veux y aller ou s'il y a un sujet encore que t'aimerais évoquer. On a fait un bon tour d'horizon. J'ai finalement Ouais. pas tant parlé que ça de mon rôle de papa. On est parti de là. Bah, si tu veux rajouter quelque chose, Peut-être un petit message. C'est ouais. le rôle de père pour moi. C'est ce que ça m'a vraiment révélé. C'est que même en partant dans la vie avec les meilleures intentions du monde et avec un petit bagage de formation et de réflexion, en fait, il n'y a pas de père parfait, comme il n'y a pas de mère parfaite, il n'y a pas de parent parfait, il n'y a pas d'enfant parfait. Et Ouais. voilà, un des beaux cadeaux que la vie m'a fait, c'est de me permettre de me permettre de réaliser que il faut rester très très modeste par rapport à toutes les tâches, tous les rôles qu'on endosse, quels qu'ils soient, hein, que ce soit dans une entreprise, dans la famille, dans le couple.
parce que tout le monde fait de son mieux, mais personne fait parfaitement. Bien Et de la le rappeler. maturité, elle naît aussi de ça, d'accepter de se rendre compte que voilà, même si j'avoue qu'à 25 ans, je me suis dit, ouais, je suis pédagogue, je suis attentif à mes enfants, je suis un gentil mari, je dois être un mec un peu parfait. Eh ben, c'est pas pour autant que l'éducation que j'ai donnée à mes enfants a été parfaite, qu'ils n'ont pas eu de manque, qu'il n'y a pas eu des loupés. Et c'est maintenant dans l'échange avec eux adultes qu'on peut peut-être dépasser des blocages ou des manques qu'il y a eu. Et eux, ils ont pris en charge aussi leur guérison ou l'amélioration de ce qui leur a pas convenu. Et Ouais. heureusement qu'on a l'occasion d'en parler ensemble. Et voilà, ça, je pense que c'est la meilleure façon de les aider. J'avais pas du tout conscience à quel point j'ai reproduit des schémas en étant tout à fait persuadé de me démarquer. J'ai Ouais. toujours dit, moi, je serai jamais comme mon père. Mmh. Donc, dans le style, on est très différents, mais dans le fond, il y a Mmh. plein de choses qui se retrouvent. Il y a des hérédités, des transmissions, il y a plein de choses que j'ai faites exactement comme mon père les a faites ou les aurait faites, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, bah Et ça, ça, c'est une grande surprise. j'ai aussi vu en thérapie, en travaillant sur moi, qu'il y avait des schémas qui se À notre transmettent. insu, hein, Oui, clairement, et même si on inconsciemment. pense les déconstruire et si on Ouais. pense s'en libérer, ils sont toujours à l'œuvre. Et c'est justement le parcours de thérapie, le mien et celui de mes enfants, qui nous permettent d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Et si je peux conseiller, j'irai pas jusqu'à déconseiller d'avoir des enfants jeunes comme je les ai eus, parce que comme dit, à 20 ans, on est dans une énergie incroyable. En revanche, le fait de faire un parcours thérapeutique ou de guérison sur certains points avant d'être parent, je pense que c'est vraiment une nécessité. Mmh. Et je l'ai découvert trop tard, mes enfants. Quand j'ai commencé ma thérapie, mes enfants étaient ados. Oui, Ouais, donc, mais ce que tu as déjà eu et que certains n'ont pas déjà, c'est faire des enfants en conscience et vouloir des enfants et pas faire oui, des enfants parce que la société dit qu'il faut le pavillon et les 2 enfants et oui. que on Non, nous là, c'était vraiment un élan du cœur ouais, et déjà ça, une envie de bâtir ça une change famille. déjà beaucoup, quoi. Ça change parce que de l'intention Ouais, c'est détermine beaucoup de choses ouais. par la suite. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que le fait de mener de front carrière, travaux, enfants, tout ça, même si dans la vingtaine on a beaucoup d'énergie pour les enfants, c'est pas forcément évident. Mais après, avoir des parents qui déjà avec mes enfants, j'ai 25 ans d'écart d'âge avec mes enfants, 25-27. Je trouve qu'il y a des fossés générationnels énormes, Mmh. même si on s'entend très bien, mais dans la réalité qu'on vit, le monde a évolué de manière spectaculaire entre-temps, et ça va se renforcer encore plus. Mes propres enfants, qui ont le début de trentaine, par rapport à des jeunes de 15 ans, ils n'ont plus l'impression de vivre sur la même planète. Ils ont 15 ans d'écart, donc une demi-génération. Ouais. Et ça pose clairement question. Et moi, je me voyais pas offrir ou proposer à mes enfants d'avoir un papa qui est déjà usé physiquement, qui a plus l'énergie forcément pour répondre à leurs attentes, à leurs propositions, à leur dynamisme. Je voulais avoir encore Et du de coup, quoi suivre le je moment. t'ai pas demandé, mais est-ce que tu es déjà grand-père, du coup? Et non, Non? alors ça c'est une grande question. Ouais. J'ai beaucoup investi et même surinvesti l'idée de la grand-paternité parce que le fait d'être papa à 23 ans, j'avais aussi construit un peu des projections et clairement des attentes, je le reconnais, d'être éventuellement grand-père à 50 ans. Je me voyais bien jeune grand-papa en pleine forme, qui allait faire plein de trucs avec ses petits-enfants, du sport, les trimballer sur son dos, Mmh. tirer une remorque avec le vélo. Et là, je commence à glisser gentiment vers la soixantaine et il n'y a pas de petits-enfants en vue. Et donc ça m'amène à reconsidérer cette espèce de fantasme que j'avais sur la grand-paternité, et voilà, sur lequel il faudra Ouais. peut-être faire une croix ou qu'il faudra adapter le moment venu. Ouais, toi, t'avais le fantasme, ouais, grands-parents jeunes. Souvent, c'est l'inverse. C'est les gens, ils veulent pas être grands-parents parce qu'ils se disent, ça leur met un coup de vieux, tu vois. Ah Et toi, ouais, ah, moi t'avais c'était cette vraiment dans la image, même dynamique ouais. de transmission et de. J'ai pas eu l'occasion de parler du respect de la vie, mais pour moi c'est quelque chose de vraiment central. Et pour moi la jeunesse c'est la vie, et de pouvoir accueillir le mieux possible les jeunes, donc en étant soi-même parent encore en pleine forme, grands-parents en pleine forme. Je pense que c'est une façon de promouvoir et de faciliter l'émergence des jeunes générations et de la vie, quoi. Mmh. Et plus après. On construit de fortes attentes et on construit pour des parents qui seraient plus âgés. Moi, ce que je redoutais pour moi, je dis pas que c'est le cas des parents âgés, hein, mais c'est que mes enfants arrivent à un moment où j'aurai déjà de la fatigue, de l'aigreur, du renoncement, et encore plus en tant que grand-parent, quoi. Moi, mettre le papy chafouin qui a mal partout et qui sort pas de son fauteuil, Ouais. j'avais pas envie de ça pour mes petits-enfants. Mais c'est peut-être quand même ce à quoi ils auront droit finalement. Ouais, non, t'es encore Si jeune. petits-enfants il y aura. Ouais.
Parce que mes enfants aiment beaucoup les enfants, mais eux, ils sont fortement interpellés par l'état du monde Ouais. et la responsabilité de mettre des enfants sur Terre dans les conditions qu'on a malheureusement créées et accumulées. Et ça, alors, je sais pas si tu veux développer un peu ce point-là, mais ça, C'est très important pour moi. C'est un questionnement très présent. Quand même. j'ai fait un épisode aussi avec Pierre Dufresne, et j'ai mon frère, moi, qui est dans cet esprit-là, donc, qui lui, veut pas d'enfant. Et j'ai appris récemment, du coup, qu'il a carrément fait une vasectomie, donc c'est sûr qu'il en aura pas. Beaucoup des jeunes générations se disent pour des raisons écologiques de pas avoir d'enfants. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me révolte et ouais, je trouve ça faux parce que c'est justement c'est cette image-là que ça serait culpabilisant d'avoir des enfants alors que c'est le sens même de la vie de transmettre la vie. Complètement. Je sais pas, Oui, ouais. alors pour moi, je dirais pas que c'est pas écologique d'avoir des enfants, mais de précipiter les enfants dans le merdier qu'on s'attend à avoir, c'est difficile. Ce qui est pas du tout écologique, c'est de vivre aussi longtemps qu'on vit sur Terre actuellement. Ça, c'est pour moi, c'est le contraire. C'est la jeunesse qui est force de solution, d'amélioration. Il y a qu'à voir les évolutions de mode de vie entre la génération de nos parents, la nôtre et celle de nos enfants. Moi, j'ai eu une voiture toute ma vie. Je l'utilise le moins possible, mais mes enfants n'ont pas de voiture. Ça leur viendrait pas à l'idée d'avoir une voiture. Parce qu'ils sont en ville. Après, quand t'es à la campagne, t'es presque Alors à la obligé. campagne, c'est différent. Ici, on a le train, heureusement, Oui. donc on peut tout faire en train et vélo, sauf quand on tire une remorque et qu'on trimballe des matériaux. Mais et oui, au niveau de l'alimentation, au niveau du rapport aux autres, de l'ouverture au monde, à la diversité culturelle, sociale et tout, nos jeunes sont beaucoup plus, nos descendants, nos enfants sont beaucoup plus ouverts que nous ne l'étions, et forcément beaucoup plus que ne l'étaient nos parents. Ouais. Donc pour moi, la jeunesse, c'est pas du tout le problème, c'est la solution. Et oui, ça veut dire que il faut leur mettre sur le dos le rôle de traverser les temps difficiles qui se préparent, quoi. Et Tu ils disais, envoient un peu au casse-pipe quand même, hein, les jeunes. tu disais que il y avait pas beaucoup de jeunes qui étaient un peu représentés dans la société, mais là j'ai en image, bon, on n'entend plus trop parler, mais la Greta Thunberg par Ouais, exemple, qui a ouais, été quand même bien mis en avant ouais. et qui a défendu des causes. Il y a quelques jeunes. Après, Il y en a. Mais oui, il y en a. si on regarde qui détient le pouvoir C'est pas les jeunes. financier, économique et politique, Ah ouais, d'accord. il n'y a C'est pas pas les jeunes. photo. C'est les jeunes, là, ils ont pas leur part du gâteau, quoi, c'est Mhm. clair. Et tout est fait à travers la crise sanitaire qu'on a traversée, à travers l'organisation des systèmes de soins, de santé et tout. Tout est fait pour prolonger des personnes en fin de vie, même à mon avis au-delà du raisonnable, plutôt que de laisser une place. Clairement, enfin moi j'ai l'impression qu'on est prêt à sacrifier l'école pour financer les retraites des seniors, quoi. Hein. Ouais. Et ce sentiment, il est difficile pour moi. Et en tout cas, dans ma vie à moi, parce qu'on peut parler que de ce qu'on vit, moi, je n'ai pas du tout l'intention de commencer à vivre à 70 ans. Ma vie, je l'ai remplie au-delà de ce qui est imaginable. Et ma vie, j'ai 57 ans, je suis pas vieux, mais ma vie, elle est clairement derrière moi. Quoi. J'ai pas d'attente de, voilà, j'ai pas attendu d'avoir maintenant 57 ans ou d'en avoir 60 ou d'en Oui, avoir 70 t'attends pour pas la commencer retraite à pour vivre. commencer Quoi. à vivre, oui, Non. bah oui. C'est Voilà, le la de la vie, la société. vie. On a vécu à 200%, voilà, dans la vingtaine, quand on avait nos enfants, dans la trentaine, quand on a mené nos projets, nos chantiers, dans la quarantaine, et puis dans la cinquantaine, quand on a fait cette maison écologique. Et on n'était pas dans l'idée de, ah, mais ça, c'est quand on aura les sous, ou quand les enfants seront grands, ou quand on aura acheté la maison de nos rêves, ou quand on aura pu faire tel voyage. Ouais. Le fait de toujours repousser comme ça, on est en vie ici et maintenant. De me rappeler. La vie, faut que ça dépote, quoi. Et la Ouais. jeunesse nous apprend ça. La vie, ça dépote. Et moi, j'ai dépoté quand j'étais jeune. Quoi. Mm. J'espère que les jeunes vont pouvoir dépoter aussi. Bah oui. Et balayer ce qui leur convient pas, clairement. Je Ouais. pense que c'est aussi le propre de la jeunesse que d'avoir des opinions, de faire la révolution quand il le faut et de taper sur la table et de dire voilà, votre système là, voilà, vous êtes entre vous, vous tirez les ficelles, c'est confortable pour vous, mais nous on n'est pas d'accord. J'espère que je garderai l'énergie de m'engager aux côtés de encore si les choses devaient se mettre à bouger très fortement. Moi je le fais de manière voilà, homéopathique et pacifique, avec des petites idées à droite à gauche, de manière bien confortable d'ailleurs dans mon fauteuil. C'est beaucoup plus confortable ici que de prendre du gaz lacrymo dans la gueule sur une barricade. Ouais. Mais j'espère garder l'énergie aussi de Non, mais monter il sur faut les aussi barricades s'il le des faut. livres qui inspirent la jeunesse et il C'est ça. faut, Si je passe mes journées à lancer des pavés, est-ce que je vais être plus efficace qu'en écrivant un bouquin qui peut peut-être ouais. inspirer des gens? Moi, J'espère pouvoir faire les deux. le cri du colibri m'a bien inspiré. J'ai adoré Voilà. ce roman.
Avant de conclure, tu parlais aussi justement des enfants et que toi, tu avais pu ça préparer peut-être ou anticiper le départ des enfants de la maison. Est-ce que tu veux dire Oui, un mot là-dessus? oui, parce qu'on parlait de parentalité et du rôle de papa. C'est vrai que c'est loin d'être anodin. Je sais pas comment les parents de plus jeunes enfants s'y préparent ou l'envisagent pas du tout. Mmh. Mais on entend beaucoup parler du syndrome du nid vide et dans beaucoup de familles, c'est une grosse secousse. Nous, on l'a vécu d'autant plus intensément que comme nos enfants sont séparés de 3 ans, ils ont quitté la maison en l'espace de 3 ans aussi. Ah ouais. Alors que dans certaines familles, il y a encore le petit dernier Oui. qui est encore en quatrième, donc on a encore bien le temps de se faire à l'idée. Nous, c'était voilà, chaque année, il y avait d'autres valises qui partaient et puis une autre remorque accrochée derrière la fourgonnette pour faire des déménagements. Et donc ça s'est enchaîné très vite. Et nous, on l'a très bien vécu pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai la chance de vivre un couple uni et solide. Et donc, autant les enfants ont vraiment eu un rôle central dans notre vie, on s'y est beaucoup concentré, mais autant l'éloignement des enfants ne laisse pas un vide insondable où on n'a plus de sens à notre vie. On est toujours engagé dans des assos, on est toujours voilà, engagé pour la culture, on a des activités ensemble ou pas ensemble, ou chacun dans son coin. Mais voir les enfants partir, pour nous, ça n'a pas été la fin du monde du tout, c'est juste une autre période Mmh. et on l'a relativement bien vécu. Et ce que je trouve fantastique en tant que papa, je l'ai un peu évoqué avant, c'est que les rapports, une fois que les enfants prennent leur indépendance, les rapports changent complètement. Bah oui, ça devient adulte Ben oui, et c'est plus des rapports, même si on a essayé de l'éviter autant qu'on a pu, dans la cellule familiale, il y a toujours un rapport de subordination des mmh. enfants aux parents, je pense qu'on le veuille ou non, et je pense même pas qu'il faille complètement le supprimer, parce qu'il faut aussi sécuriser les enfants, donc il faut aussi être là pour faire peut-être des choix avec eux ou pour eux, mais Mmh. faut pas non plus se défausser en disant mais les enfants ils savent très bien ce qu'il leur faut, et puis Mmh. on les laisse complètement partir dans tous les sens. Donc nous, on a été une famille très tradie pour ça, voilà, avec beaucoup d'amour, de bienveillance le plus possible, mais aussi un fonctionnement où les parents ils jouaient leur rôle de parents, ils disaient quand Oui, ça un allait, quand cadre, il ça allait faut un pas. cadre. On n'a pas beaucoup cadré, je dois dire, peut-être même plus que ce que j'aurais imaginé, mais et après, ben voilà, on invente d'autres rapports et ces rapports avec les enfants adultes sont magnifiques. Dans la mesure, je pense, alors ça, je dis pas ça pour me jeter des fleurs, mais je pense que c'est plus facile. Les enfants ont la chance de pouvoir prendre leur envol sans avoir la sensation que leur départ va faire effondrer la famille. Ah oui, il faut Et pas je leur mettre pense ça que sur le dos en voilà, plus. ouais, qu'on le fasse consciemment, Ouais. inconsciemment, ouvertement ou pas ouvertement, je pense que ça rassure beaucoup les enfants quand ils partent, de voir que leur départ, c'est pas la fin du monde. Il faut pas non plus qu'ils aient l'impression qu'ils se comptent pour quantité négligeable et Ouais. que finalement on s'en fout qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là. Qu'on Je soit pense que c'est content un qu'ils peu, partent. ouais, c'est ça, vas-y, dégage, ça fera de la place. Ça serait forcément fortement exagéré. Mais je pense que de les rassurer sur le fait qu'ils peuvent prendre leur autonomie, leur liberté sans que ça soit un cataclysme pour la famille, je pense que c'est un beau service à leur rendre. Ouais. Et ça leur permet effectivement de mener leur projet et tout en étant accueillant quand ils reviennent, bien sûr. Ouais. Ok, eh ben, c'est un beau message de fin. Pour conclure, j'ai mes petites questions de fin, ou je sais pas s'il y avait encore un sujet que tu Non, je voulais crois qu'on a évoquer. été bien C'était bon. complet déjà. Ouais. Ouais. Alors toi qui es auteur, écrivain, j'aime bien demander s'il y a une ressource qui t'a inspiré en tant qu'homme, en tant que père, Oui. que tu aimerais partager un peu à la communauté, des livres qui t'ont, Ouais, ou pas forcément un livre, un roman, un film ou un autre chose. film, ouais. Alors, je suis un grand fan des films de Colin Serrault, Ah, heu, là, de La tu Belle me... Verte, enfin, c'est des films, Ouais. tellement complets et qui nous apportent tellement de réflexions et de Mm. pistes, ou Saint-Jacques-Lamec, enfin, je suis un fan inconditionnel de Colin Serrault. Plus sur d'ailleurs les fictions que Solutions locales pour un désordre global ou global. C'est un documentaire qui a moins touché son public, mais Colin a su utiliser, c'est ce que j'essaie de faire dans mes romans, a su utiliser la fiction pour amener une quantité énorme de propositions, d'invitations, de réflexions, avec de l'humour, avec des sentiments. Et pour moi, c'est super. Mm. Et en termes de livres, dans ma construction de papa, parental, c'est La gloire de mon père de Marcel Pagnol, immense classique qui a joué un grand rôle.
j'avais un peu toujours ce fantasme d'être le papa. Bon, le père est instituteur, le père de Marcel Pagnol, c'est cet homme assez débonnaire, mais qui est quand même cadrant et qui assume ses responsabilités, qui accepte d'être Ouais. voilà, un papa de référence, et avec un couple parental aussi très beau avec Augustine, la maman, où il y a beaucoup d'amour. Et donc c'est un peu la petite maison dans la prairie version Provence. Faudra que je le relise pour me le remettre en tête. Marcel Mais Pagnol, Charles Ingalls, enfin Pagnol père du coup. et d'autres un peu plus contemporains Alors oui, sur tout le volet sociétal, écologique, j'ai pris une grande claque il y a pas longtemps en lisant Dans la forêt de Jean Egland. C'est un livre qui a déjà un paquet d'années, je crois qu'il est donc contemporain, c'est raté, je crois qu'il a 20-25 ans ce bouquin, mais qui raconte, et autour de la famille aussi, c'est très intéressant, la vie d'une famille. Donc au départ, le père, la mère, les deux filles, qui ont choisi de vivre un peu à l'écart en forêt aux États-Unis, et qui sont confrontés, comme les personnages du Cri du Colibri, c'est pour ça que ça m'a fait une belle claque, à des changements brutaux dans l'organisation de la société autour d'eux, et qui cherchent et trouvent des solutions pour s'y adapter. Et donc sûrement ça m'a parlé de manière très directe. Et puis les grands classiques, 1984, Le meilleur des mondes. et ça me fait penser à un film, ça, ça me revient plus le titre du film. Mais je le mettrai. Mais ça me fait penser à un film, donc ça me fait penser à une autre question, c'est est-ce que tu disais que tu étais au tout début de en aventure d'écrivain, que tu étais aussi attiré par le cinéma. Oui. Est-ce que maintenant tu penses que une adaptation du Cri du Colibri ou d'un autre roman en film, ce serait quelque chose qui te donnerait envie? Ah ouais, alors ça c'est un rêve absolu, parce que je suis très cinéphile, je suis projectionniste bénévole depuis 30 dans un cinéma associatif. Et le cinéma m'attire beaucoup, parce que justement c'est un canal qui est facile à recevoir pour les gens, qui Ouais. nécessite pas forcément une culture littéraire ou autre. Encore beaucoup de gens vont au cinéma, ou en tout cas regardent des images sur des ordis ou à la télé. Et donc il y a un projet en cours qui est pas directement une adaptation du Cri du Colibri, mais j'ai rencontré un réalisateur qui a été lui aussi très marqué par mes romans, et notamment la trilogie du Colibri. Et on a décidé finalement, plutôt que de tenter une adaptation c'est une trilogie, donc il y a eu trois, il y a eu le Cri du Colibri, Les Recycleurs et Bonnet jaune et Gilet rouge, 1000 pages en tout. Et adapter 1000 pages de bouquins en 1h30 de film, c'est vraiment une gageure. Ouais. Et ça aurait amené à faire des Faut faire coupes une et des trilogie aussi. ça aurait été vraiment oui, après on aurait Oui, pu en ouais. faire une série, on aurait de quoi Ouais. la nourrir, hein. Ouais. Ouais, je suis pas tellement en série, moi, c'est pas ma culture, moi je suis plutôt film. Et donc on est parti sur l'idée de faire un long métrage de cinéma inspiré, enfin dans cette dynamique-là. Ça va pas raconter la même chose que le Cri du Colibri, mais qui va poser des questions autour de l'habitat partagé, de l'environnement, de l'écologie, et on va dire la préservation des traditions, notamment linguistiques. Et ce film sera tourné en alsacien et sera proposé en version sous-titrée. Il y a une partie des dialogues qui seront en français, parce que naturellement ça va se dérouler en français, mais l'Alsacien aura une assez grande place. Et là aussi, on jette un peu un pavé dans la mare, et on veut faire un film qui soit contemporain sur des questions de société d'aujourd'hui, qui soit pas un éternel truc sur les malgré nous, sur Tambov, un film qui soit pas voilà, une éternelle ressucée de dans le temps, dans les campagnes, en Alsace, machin, voilà. Et donc on est vraiment sur quelque chose de très très punchy, très rythmé, mais on utilisera l'alsacien parce que on est en Alsace, et que du coup on estime qu'il a sa place dans le film. Super, bah ça me fait penser à Bienvenue chez les Ch'tis. Je te souhaite le même succès que Bienvenue chez les Ça serait très Ch'tis. surprenant quand même, mais ouais, Bienvenue. pourquoi pas. Mais il y a un intérêt des gens, et je pense que Ouais. autant la génération de nos parents a tout fait pour gommer les spécificités régionales, c'est aussi un peu une source de questionnement, et même un peu de douleur de ma part. Comme une certaine génération, dans ma famille, ça n'a pas été le cas, parce que mon père m'a transmis l'alsacien tardivement d'ailleurs. Mais dans beaucoup de familles de ma génération, on a complètement évacué à cause des complexes liés à la Deuxième Guerre mondiale, les traumatismes, tout ça. Donc au lieu de prendre soin des traumatismes, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Mm. Et voilà, le bébé, c'était les traditions et la langue. Et comme ça rappelait le nazisme, les Spuns, les machins, on a tout fait dégager. Et c'était une perte immense. C'était comme de brûler une bibliothèque, je pense. Ouais. Donc, ma dernière question, c'était, est-ce que tu as des papas qui t'inspirent et que tu aurais envie de voir sur un futur épisode du podcast?
Alors ouais, je suis entouré de plein de papas, des papas super, et puis des papas qui font des trucs que moi j'aurais pas fait, ou j'aurais pas envie de faire. Mais je pense effectivement à un papa dans ma sphère professionnelle. Donc c'est pas un ami au sens bande de potes, mais qui élève seul 3 enfants et qui leur accorde beaucoup d'attention. Et ouais, je suis touché par ce qu'il me rapporte comme ça dans les bavardages. Et je pense qu'il aurait beaucoup de choses à dire sur le rôle, parce qu'il est papa solo. Ouais, c'est pas facile de jouer. Et ouais, Enfin, papa solo, d'enfants d'âge différents, et tout en ayant une carrière professionnelle. Et je pense que ouais, son bah, témoignage serait très si tu intéressant. pourras nous mettre en contact, ça sera avec plaisir. Oui, avec plaisir. On peut faire ça. Et un ami très proche qui a un parcours de papa pas spécialement original, parce que c'est quelque chose d'assez courant dans la société, mais qui donc qui a rencontré une compagne qui avait déjà 2 enfants, et donc qui a dû endosser ce rôle du pater familias. C'est un peu ringard de dire ça, mais en tout cas de l'homme de la maison, et qui les a accompagnés depuis la toute petite enfance, qui sont maintenant adultes, hein, ça fait plus de 25 ans qu'ils sont ensemble. Et ils ont eu, avec sa compagne, aussi un enfant en commun. Et je pense Ok. que c'est quelque chose qui est assez intéressant à explorer, Ouais, comment on voilà. établit des rapports bien dosés, équilibrés entre affection, attention, autorité, avec des enfants qui sont pas ses enfants naturels. Mm. Quand en plus la fratrie s'enrichit d'un enfant, lui, qui est l'enfant, Ouais. voilà, Est-ce qu'on fait des descendant différences ou génétique. pas? Et Comment est-ce qu'on gère? ouais. Est-ce qu'on surcompense justement des choses Mm. pour ne pas ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup au niveau de la réflexion. Ok. Eh ben, ouais. Si tu peux nous mettre en contact, j'essaierai de voir ça avec eux avec grand plaisir. Merci beaucoup de nous avoir encore une fois accueillis chez toi. Ouais, bah, grand merci. Bah, c'était un honneur, un privilège. Ouais. Je suis très content de cette rencontre. Et puis je te dis encore une fois merci. Puis on retrouve, ah oui, si tu veux nous dire aussi où on retrouve tes livres, donc je pense dans les librairies plutôt classiques et engagées plutôt que sur Amazon. C'est ça. Aller chez les libraires, c'est Ouais. leur métier. On parlait en off tout à l'heure, effectivement, de la façon de diffuser ces livres. Moi, j'ai Mm. vraiment fait le choix de passer par une maison d'édition à compte d'éditeur et un système de diffusion classique en librairie. Je fais pas de e-commerce, je balance pas effectivement des versions numériques à droite à gauche. Donc, allez chez vos libraires, c'est eux qui sont les mieux placés Mm. pour vous vendre les livres. Et puis, s'ils les ont pas en stock, en général, ils les commandent euh, quand tout va bien. Voilà, ou alors venez me rencontrer sur un des événements si vous voulez me suivre sur ma page Facebook. J'essaie d'y annoncer un peu. C'est ringard Facebook, je sais, mais Non. j'ai un site internet où on peut découvrir les livres et les résumés, mais qui n'est pas un site marchand, qui permet juste de découvrir mon travail, éventuellement de laisser un message par le biais du formulaire de contact. Et sinon, c'est ma page Facebook qui s'appelle Le Cri du Colibri. Donc, parce que je l'ai créé en même temps que la parution de mon premier roman. Et là, j'annonce les endroits où je me trouve pour les personnes qui auraient envie que nous échangions de vive voix ou que je leur fasse une dédicace. Ouais. Et ça peut être des endroits très variés, hein. Ça peut être un petit marché de producteurs dans une ferme au fin fond du Val d'Orbais, ou alors ça peut être un gros salon comme le Festival du Livre de Colmar. Ouais. Ben, merci beaucoup pour cet échange. Et puis, ouais, on te retrouve sur les salons, sur ton site, sur ta page Ouais, Facebook. avec grand plaisir, ou au cinéma de Münster, ou dans le train avec mon vélo sur l'épaule. Voilà. Portez-vous bien, prenez soin de vos enfants, et puis de vous aussi, et puis de la planète. Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Cœur de Papa. Une des personnes qui m'inspire, c'est Pierre Rabhi, avec la légende du colibri. Chacun fait sa part. Alors partage-moi tes idées, tes réflexions, tes envies de prochains sujets, tes expériences. C'est ta manière, à toi d'apporter ta goutte d'eau à cette aventure. Et si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à lui donner une note 5 étoiles et à laisser un commentaire. Tes retours sont précieux. Ils nous aident à faire grandir cette communauté de pères engagés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ceux que tu aimes. Ciao!